Tout a commencé lorsque les dieux de cet univers ont décidé d'engager toutes les planètes habitées par des êtres intelligents dans une bataille à mort. Les planètes perdantes seraient immédiatement effacées sans laisser de traces. Notre personnage principal s'appelle Jihan, et il a acquis la compétence d'arts martiaux, classée SSS d'un dieu, mais il n'a pas encore pu en libérer tout le potentiel. Le reste des humains était trop faible et a perdu la bataille contre les orques, seul notre héros a survécu, mais la Terre a quand même perdu, et le processus de suppression a commencé. Quand la planète entière a disparu, seul Jihan était resté, dont la compétence a résisté à l'effacement. Cette capacité unique a attiré l'attention des dieux, et ils ont décidé de lui donner une seconde chance pour débloquer le plein potentiel de sa compétence. De plus, il a reçu un système défectueux qui lui permet de monter de niveau beaucoup plus rapidement que les autres. Il a également eu accès à un magasin de réalisation, où il peut acheter des objets uniques et acquérir de nouvelles capacités avec les points qu'il gagne. Quand Jihan se réveille en sursaut, la première chose qu'il entend, ce sont les voix étouffées d'un écran de télévision. Il se réveille groggy et essaie de se rappeler ce qui s'est passé. La dernière chose dont il se souvient avoir lu du système, c'est qu'il serait renvoyé à l'ère de la première entrée de la Ligue. Il prend un moment pour vérifier ses environs et reconnaît immédiatement exactement où il se trouve. Il est au sommet du bâtiment où il vivait en 2020 en Corée du Sud. Il n'y avait pas de monstres détruisant les rues ou de jeux mortels en cours, et les enfants jouaient même sur le trottoir, imitant le roi de l'épée, Yoon Se-jin. Jihan réalise qu'il a vraiment été téléporté à une époque de paix sans avertissement. Juste pour s'assurer, il appelle sa fenêtre de statut pour voir si ses capacités ont également été réinitialisées. Il est revenu au niveau 2, ce qui confirme qu'il est maintenant revenu dans le temps au moment où il est entré pour la première fois dans la Ligue. Il n'a aucune idée de ce qui se passe, mais c'est l'occasion idéale pour lui. S'il utilise les informations de sa vie passée, il y a une chance qu'il puisse changer l'avenir. Et il doit le faire pour protéger tout le monde cette fois-ci. Avec la connaissance de la fin du jeu, il s'assurera que tout est différent cette fois. En l'année 2020, la Corée avait une position solide, et ils avaient quelqu'un qui était en tête des classements en termes de force. Parmi les meilleurs joueurs du monde, il y en avait 11 considérés comme les meilleurs, et parmi ces 11 joueurs, il y en avait un qui défendait la 3ème place. C'est un homme avec une force éblouissante qui peut éliminer une douzaine de joueurs avec une seule attaque. Cet homme est le roi de l'épée, Yoon Se-jin, et il est la raison pour laquelle la Corée a une emprise inébranlable en tant que l'un des pays les plus forts au monde. Il est la fierté et le trésor de la Corée, et grâce à sa participation au réseau de bataille, il a obtenu le titre de guerrier le plus fort, et la Corée a pu conserver les rangs les plus élevés au sein de l'Asie du Nord-Est. Au moins, ils ont pu faire cela jusqu'au jour où Jihan a été réincarné par hasard. Ce jour-là, Yoon Se-jin a personnellement annoncé qu'il avait décidé de changer son nom en Ryuhei et de se naturaliser citoyen japonais. Cela aurait dû être une journée normale en juillet 2020, mais ce jour-là, le réseau de bataille coréen a reçu le plus grand choc de son histoire. Jihan a toujours détesté regarder le visage de l'homme qui a pratiquement condamné la Corée à la ruine. Après le départ de Yoon Se-jin, la Corée est tombée dans un grand chaos. Ils sont passés de la tenue des rangs supérieurs dans le réseau de bataille à faire face à des défaites répétées, et finalement, ils ont chuté dans les rangs au sein de la Ligue à un rythme effrayant. Les gens espéraient aveuglément qu'il n'y aurait pas de changement majeur dans le classement, et ils pensaient qu'il y avait encore beaucoup de jeunes brillants et prometteurs dans le pays qui pourraient aider la Corée à rester au moins dans le top 20. Avec ce genre d'état d'esprit défaitiste, ce n'est pas étonnant qu'ils aient échoué si gravement. Personne ne semblait compenser l'absence de Yoon Se-jin, et les choses n'ont fait qu'empirer avec le temps. Les choses auraient été différentes s'il y avait eu un peu plus de temps, mais le réseau de bataille était bien trop brutal. Une fois que la Space League a commencé, les choses sont devenues beaucoup plus sérieuses. Au début, le réseau de bataille était si quelqu'un perdait la vie dans le jeu, alors il la perdrait aussi dans la réalité. Des monstres sont également apparus dans les pays qui sont tombés aux rangs inférieurs, et un massacre unilatéral aurait lieu dans ces pays. Après que Yoon Se-jin soit parti et que la Corée soit tombée aux rangs inférieurs, elle a finalement été détruite. Ceux qui avaient survécu se sont réunis et ont commencé à dire que si le roi de l'épée était resté, alors la Corée aurait eu une fin différente. C'est à quel point le roi de l'épée était important. Et pour couronner le tout, il est le beau-frère de Jihan. Pour évacuer sa colère, Jihan brise une photo de famille de Yoon Se-jin accrochée dans le salon. Jihan se demande toujours pourquoi sa sœur aimerait quelqu'un comme Yoon Se-jin et comment les choses auraient été différentes si elle était encore en vie. Maintenant qu'il a fini de se remémorer le passé, il est temps de décider quoi faire dans le présent. C'est formidable qu'il soit revenu dans le passé, mais actuellement ses statistiques sont vraiment trop lamentables. Dans sa jeunesse avant la Ligue spatiale, il passait tout son temps libre à boire et à jouer son argent. Il ne savait même pas à quel point son don était incroyable à l'époque. Un don est un talent spécial donné à un joueur dès qu'il atteint l'âge de 18 ans. Il n'y avait qu'un petit nombre de joueurs qui ont reçu un cadeau, et comme Jihan n'a pas eu de chance et a reçu le cadeau le moins bien classé, un rang F, il a utilisé sa capacité à prédire le gagnant dans les jeux et à parier pour vivre. Il ne savait pas à l'époque à quel point sa compétence finirait par être précieuse, puisqu'il s'agit d'une compétence qui se révèle après son éveil. Cela dit, cela ne change pas le fait que ses statistiques sont horribles et que ce genre de statistiques devrait appartenir à un joueur de niveau 1. Cependant, dans un état d'ivresse, il a fini par boire une potion d'expérience, pensant que c'était de l'alcool, et cela l'a fait monter de niveau. Assez bizarrement, il a aussi beaucoup de points d'accomplissement. À part le fait qu'ils sont inutiles et ne valent rien, Jihan est assez sûr qu'il n'a rien accompli avant d'entrer dans la ligue, donc c'est étrange qu'il ait tous ces points. Il est possible que tous ces changements aient eu lieu parce qu'il a régressé. Pour l'instant, il décide de vérifier son inventaire, et quelque chose là-dedans attire immédiatement son attention. C'est un coupon d'échange de points de réussite qui offre des avantages spéciaux aux derniers survivants ayant choisi de relever le défi. Évidemment, cela a été spécialement fait pour lui et c'est un article de rang X, ce qui signifie qu'il est incroyablement utile et rare.
Il l'utilise immédiatement et le système active une boutique de réalisation pour lui. La boutique propose des articles exclusifs à la vente et elle peut même être améliorée avec un certain nombre de points de réalisation. Il aura probablement plus d'options s'il effectue une mise à niveau et il doit acheter quelque chose qu'il peut commencer à utiliser immédiatement. Il n'y a pas beaucoup de choix dans le magasin, alors il cède et essaie de l'améliorer. L'agrandissement de niveau 2 ne donne rien de particulièrement utile, alors il le met à niveau 3. Et encore une fois, ce n'est pas très utile pour lui. Avec seulement 50 000 points restants, s'il améliore le magasin au niveau 4, alors il ne lui restera que 10 000 points. Plus il améliore le magasin, plus cela lui coûtera cher de l'améliorer à nouveau, donc il n'a que deux choix. Il peut soit acheter tous les articles qui sont à sa disposition en ce moment, soit tenter sa chance et passer au niveau 4. Il a toujours été un joueur passionné, donc le choix est évident. Il améliore son magasin au niveau de réussite 4, et immédiatement ses actions portent leurs fruits. Le niveau suivant débloque un objet appelé Restauration urgente. Cela lui permet de réparer d'autres objets d'un état défectueux à un état parfait. De bons résultats comme ceux-ci sont la raison pour laquelle il ne peut tout simplement pas s'arrêter de jouer. Comment pourrait-il s'arrêter alors qu'il continue à décrocher le jackpot encore et encore ? Maintenant qu'il a obtenu cette capacité de niveau divin, il est temps pour le véritable test de ses capacités. Il se dirige vers une pièce ailleurs dans le vaste penthouse et utilise son pouce pour déverrouiller l'accès à une zone spéciale. C'est la salle de jeu de Yoon Se-jin et Ji-han est presque surpris que le système le reconnaisse encore comme membre de la famille, même si le véritable propriétaire de la salle n'est plus là. Cela dit, il n'a aucune raison de se plaindre d'un cadeau gratuit comme celui-ci. Il ouvre l'inventaire du connecteur de bataille et trouve exactement ce qu'il cherchait. C'est un objet appelé le pinceau gâté de Dongfang Shuo et c'est un objet de rang A que même l'inventaire décrit comme inutile. Mais avec un peu d'aide de son nouvel outil de restauration urgente, il parvient à le réparer et à le transformer exactement comme il le souhaite. Le pinceau de rang A abîmé devient un objet de rang S qui conserve un lien avec le dieu martial. Avant qu'il ne puisse admirer son ouvrage, une notification apparaît pour l'informer que le tutoriel de la Ligue de bronze de Gangnam va bientôt commencer. Il ne reste que 10 secondes avant qu'il ne soit convoqué à l'arène, donc Ji-han ne peut pas perdre de temps. Il appelle sa fenêtre de statut et utilise le pinceau pour modifier ses statistiques. La raison pour laquelle il a pu s'élever et devenir le numéro 7 dans le monde lors de sa partie précédente est due à une capacité qui a fini par lui valoir le titre de Saint Martial. Cette statistique unique combine sa force, son agilité et ses points de vie en un seul et s'appelle puissance martiale. Le pinceau a été abandonné car il était gâté, mais grâce à lui, il peut enfin commencer son éveil. Il termine dès que le but de ce tutoriel de la Ligue de bronze est de survivre. Et les joueurs doivent survivre contre des monstres de l'arène avec 100 autres joueurs. Une fois que la moitié des joueurs resteront, le jeu de survie prendra fin et les gagnants seront désignés. Ji-han Uritil vérifie sa fenêtre de statut dès qu'il est invoqué et il est reconnaissant de voir que d'une manière ou d'une autre, il a réussi. Il a obtenu le pouvoir martial et grâce à cela, il a même gagné 1000 points d'accomplissement en récompense. Ce n'est que la première étape de son objectif ultime d'obtenir l'art divin sans nom. Mais avec juste cette mise à niveau, il devrait facilement pouvoir traverser la Bronze League. Le système l'avertit également qu'il est connecté au réseau de bataille sans connecteur, donc à cause de cela, il subira 100% de la douleur dans le jeu. Ji-han se souvient de cela avant le début de la Space League. Pendant la période de tutoriel, les gens ont pu réduire la douleur en achetant des connecteurs. Celui que son beau-frère Yoon Se-jin utilisait était un produit haut de gamme qui réduisait la douleur jusqu'à 99%. Ji-han prévoit de bien en profiter plus tard, mais pour l'instant, il doit se débrouiller sans cela dans le jeu. Le menu des réalisations s'ouvre et lui révèle qu'il a une quête limitée. Il doit atteindre la première place dans le tutoriel et en récompense, il recevra 1000 points de réalisation. Cela n'existait pas dans sa vie précédente, mais terminer cette quête sera facile pour lui grâce à l'aide de la puissance martiale. Le jeu commence finalement et à peine la notification donnée, quelqu'un se précipite sur lui par derrière, son épée levée. L'attaquant surprise semble se précipiter pour prendre un débutant au dépourvu et obtenir un kill facile et gratuit, mais il est surpris lorsque Ji-han parvient à arrêter l'attaque facilement avec seulement 2 doigts. L'homme ne peut même pas retirer son épée et Ji-han se tourne vers lui. Puis il remercie l'homme d'avoir été assez généreux pour donner le premier kill. C'est de loin le contenu le plus amusant du jeu et c'est la possibilité d'abattre impitoyablement des gens. Un autre aspect du monde qui a complètement changé avec l'introduction du réseau de combat est l'ajout des guildes. Les guildes sont des groupes de personnes qui forment et gèrent les joueurs, et tout le monde dans le monde entier s'intéresse incroyablement au réseau de combat. En raison de cela, chaque pays a mis ses ressources dans le développement des joueurs, et des entreprises bien connues ont également investi de manière agressive dans la croissance des joueurs, permettant l'établissement de grandes et petites guildes en Corée du Sud. Grâce à cela, la Corée a pu former des joueurs solides tôt dans la ligue. La Ligue de bronze de Gangnam est un endroit où les étoiles montantes de chaque guilde ont fait leur début. Dans ce match particulier de la Ligue de Gangnam, un joueur aspirant est convoqué au Colisée comme le reste des joueurs et il essaie de ne pas être nerveux. Ce potentiel cher à canon s'appelle Do Hyok-gyu et il se considère plus chanceux que quiconque. Après tout, il est avec la guilde divergente qui est gérée par le groupe divergent. Cette célèbre guilde est connue pour avoir de nombreuses étoiles montantes, et le jeune homme ordinaire, Do Hyok-gyu, a pu rejoindre cette guilde impressionnante après avoir obtenu le don de rang A agilité. Seule une petite minorité de personnes peut obtenir un don de rang A, et grâce à cela, il est sûr qu'il peut atteindre le top 50. Maintenant, la première étape consiste à découvrir qui sera son adversaire. Ses yeux parcourent la foule, et tout ce qu'il peut voir, ce sont des chevaliers puissants, des guerriers brutaux et des monstres effrayants.
Devant tant d'options, Do Hyuk-gyu prend la courageuse décision de les ignorer complètement et de se détourner comme s'il n'avait rien vu. Après tout, rester en vie est la chose la plus importante pour survivre, et les autres joueurs le regardent comme s'ils pouvaient sentir sa peur. S'il est éliminé pour avoir fait n'importe quoi dès le départ, ce serait absolument embarrassant. En regardant autour de lui, la plupart des joueurs semblent appartenir à d'importantes guildes et ils ont tous un bon équipement. Être ici ne donne même pas l'impression d'être dans la Ligue de Bronze. Pourtant, parmi la foule, il remarque quelqu'un qui semble déplacé parmi toutes les autres étoiles montantes. Il porte un débardeur, un pantalon de survêtement et il n'a ni chaussures ni équipement à proprement parler. Do Hyuk-gyu se demande si cette personne envisage même de participer à la Ligue de Bronze ou s'il a été convoqué par erreur. Il doit être un débutant qui a été invoqué par erreur. Ce qui signifie aussi qu'il est une cible facile et gratuite. Hyuk-gyu se prépare à frapper en louant sa chance d'avoir une cible si facile dès le début. Dès que le système signale que le jeu a commencé, Hyuk-gyu ne perd pas de temps et se précipite pour porter le coup de grâce au novice sans méfiance. À sa grande surprise, non seulement le novice a bloqué son attaque, mais il l'a fait avec 2 doigts. Il est incompréhensible que quelqu'un d'aussi décalé puisse rivaliser avec son agilité de rang A. Avant qu'il ne puisse comprendre ce qui se passe, Jian le projette de côté avec à peine d'effort, le jetant de côté comme s'il était complètement léger. Jian se moque de lui pour être venu participer à la Ligue de Bronze avec un cadeau aussi simple que l'agilité. Cela énerve Hyoku qui ne peut pas accepter que son pouvoir de rang A soit insulté par quelqu'un qui ressemble à un mendiant. Peut-être Jian est-il seulement plein de lui-même parce qu'il a réussi à bloquer une seule attaque. Dans ce cas, Hyoku prévoit de lui donner une leçon en atteignant sa vitesse la plus rapide. On dirait que le joueur prévoit d'attaquer Jian de toutes ses forces et notre MC est obligé d'admettre que même sa vitesse d'avant n'est pas à prendre à la légère. Hyoku arrive en force, visant directement le coup de Jian, mais notre héros réussit à esquiver l'attaque, s'abaissant juste à temps avant qu'elle ne touche. Mais les attaques incessantes ne sont pas terminées, et Hyoku l'assaille avec une autre attaque, et encore une autre, et encore une autre. Toutes ces attaques sont facilement esquivées, mais cela ne veut pas dire que Jian passe un bon moment. Il est habitué à se battre avec des statistiques plus élevées, mais maintenant son esprit doit s'adapter à être de nouveau dans le corps d'un joueur de niveau 2. Hyoku n'est même pas si rapide, c'est Jian qui est lent, ce qui signifie que ce combat ne sera pas aussi facile qu'il le prétendait. Cependant, même avec cela, en tant que quelqu'un qui a vécu d'innombrables combats, la trajectoire de son attaquant ambitieux est juste trop simple et évidente. Hyoku lance une autre grande attaque et Jian en a fini d'esquiver cette fois. Il frappe l'arme hors de la main de son agresseur, faisant voler l'épée dans les airs. Puis, avant que Hyoku puisse même réaliser ce qui vient de se passer, Jian saute dans les airs, attrape l'épée et la poignarde dans le cou de son adversaire, mettant finalement fin au combat. Hyoku tombe au sol et alors que son corps s'efface dans la défaite, il promet que la prochaine fois qu'il rencontrera Jian, il gagnera. Cela fait soupirer Jian de chagrin et cela met vraiment en perspective à quel point ce monde est agréable. Même mort, il parle encore de son prochain combat. Le système apparaît et l'informe qu'il a réalisé le premier kill dans le tutoriel et il obtient 100 points de réussite pour cela. L'épée disparaît malheureusement car le joueur qui la possède est mort. Notre MC n'a pas besoin d'une épée et maintenant qu'il a eu un bon échauffement, il est temps pour lui de passer à la prochaine bataille. D'abord, il doit sécuriser plus de 5 éliminations pour obtenir une bonne position dans cette mission. Comme il s'y attendait, personne ne va après les monstres. Dans la bataille nette, en plus des joueurs, il y a aussi des monstres. Mais tuer un monstre ne vaut qu'un dixième d'un joueur tué, ce qui signifie que vous devriez tuer 10 monstres pour qu'un seul joueur tué soit comptabilisé. À cause de cela, la plupart des gens évitaient complètement les monstres, surtout dans cette situation où les monstres sont des groupes comme les orques. Les poursuivre serait complètement stupide, mais il semble que le système aime la stupidité car il lui donne une nouvelle quête pour tuer les 30 orques dans le Colisée. Chasser des monstres est définitivement inefficace, mais il obtient 500 points de réussite en récompense, ce qui est 5 fois plus que la récompense qu'il a reçue pour avoir fait le premier kill. Si c'est le cas, alors il n'y a aucune raison de ne pas aller après les orques. Ces monstres de PNJ de base ne sont rien comparés à un vrai orque de toute façon, donc cela ne devrait pas être un gros problème pour lui. Puisqu'il n'y a rien qui le retient, il décide de foncer sur les monstres sans méfiance. Au début, les orques n'arrivent pas à croire qu'un humain presque nu court vers eux à toute vitesse, mais ils se ressaisissent rapidement et se rassemblent pour essayer de le tuer. Les 2 premiers qui sont les plus proches lancent leur hache dans l'espoir de l'abattre avant qu'il ne s'approche trop. Mais Jian parvient à attraper les haches avec facilité et les renvoie, tuant plusieurs orques en un seul coup. Cela provoque une frénésie chez les autres, mais Jian est déjà en mouvement, courant juste devant eux et apparaissant au milieu de tous. Puis, avec un seul coup de la deuxième hache, plusieurs têtes d'orques volent, mais notre protagoniste n'en a pas fini. Il n'a tué que 5 orques jusqu'à présent, et les 25 restants ne semblent pas très satisfaits de ses actions. Ils sont encore plus motivés à le tuer maintenant, mais ils ne sont tout simplement pas à la hauteur pour lui. Il se déplace plus vite qu'ils ne peuvent suivre, et son expérience de combat se voit clairement ici. Un autre orque se précipite avec une lance, déterminé à tuer Jian rapidement, mais son arme est facilement attrapée et cassée, le laissant debout, confus et hébété, alors que notre MC va l'abattre avec sa hache. Sauf que la hache se casse de manière inattendue alors qu'il tente d'attaquer l'orque. Cela donne un peu plus de confiance aux orques, et il pense maintenant que son arme est cassée, il devrait avoir plus de facilité à s'occuper de lui. Tous les orques se précipitent vers lui, et Jihan leur reconnaît d'être si persistants, mais peu importe combien ils essaient, il est tout simplement trop fort pour qu'ils puissent l'affronter. Il frappe le sol de son pied,
Et le choc à lui seul suffit à briser le sol en voyant tous les orques qui couraient vers lui dans les airs. Puis il saute dans les airs et attrape les armes qui ont volé des mains des orques lorsqu'ils ont été repoussés, et en un instant, il traverse la foule, tuant encore plus d'orques au passage. Le massacre continue et d'autres orques continuent de tomber jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Le dernier orc est trop gelé pour bouger, mais à ce moment-là, il réalise finalement que Jian est plus un monstre qu'eux. Lorsqu'il s'en rend compte, Jian l'élimine aussi, réussissant ainsi à terminer la quête. Le système lui attribue les 500 points de réussite promis, et il a également monté de niveau grâce au combat. Monter de niveau en cours de partie est inhabituel puisque l'expérience est généralement calculée à la fin du jeu, mais cela pourrait être dû au fait qu'il est encore à un bas niveau. Peu importe la raison cependant, Jian ne se plaint pas et saisit l'opportunité d'améliorer ses statistiques tant qu'il le peut. Et s'il y a une statistique à laquelle il veut donner la priorité, c'est la puissance martiale. La puissance martiale combine 3 statistiques ensemble, et même si d'autres personnes devaient améliorer une de ces statistiques à la fois, un seul niveau en puissance martiale est capable de doubler vos capacités au minimum. Il y a aussi une autre raison pour laquelle le pouvoir martial est spécial pour Jian, et c'est parce qu'une fois qu'il atteint le niveau 30 en pouvoir martial, il a une chance d'obtenir les arts divins sans nom. S'il veut devenir plus fort, il doit obtenir les arts divins sans nom dès que possible. Cependant, il y a une faille fatale dans la statistique, et c'est qu'il n'est pas facile d'augmenter la puissance martiale. Normalement, vous devriez acquérir une variété d'expériences de combat et d'entraînement pour augmenter la statistique de puissance martiale, et les points ne peuvent qu'augmenter le taux de croissance maximal. Cependant, cette fois-ci, pour une raison quelconque, le niveau de puissance martiale augmente en fait. C'est formidable pour lui et Jian n'est pas exactement sûr de comment cela s'est produit. Mais si cela continue d'augmenter ainsi, alors son espoir de devenir le plus fort pourrait vraiment être possible. Il n'a pas de temps à perdre, car après tout, c'est toujours un champ de bataille. Alors qu'il consulte ses statistiques, un archer lui tire une flèche qu'il prédit facilement et parvient à esquiver. L'archer est associé à un guerrier en équipement sophistiqué, et il regarde clairement Jian de haut. La fille dit à son partenaire de terminer rapidement, et les sourires confiants sur leur visage montrent qu'ils pensent qu'ils vont s'occuper de lui très facilement. Ce n'est pas inhabituel pour deux personnes de s'associer dans une bataille. Ce jeu de survie est censé être joueur contre joueur, mais il n'y a pas de règle qui dit que les participants ne peuvent pas collaborer. Le logo sur leurs vêtements montre également qu'ils font partie de l'un des 10 meilleures guildes de Corée, la guilde des tortues. Le problème avec ce match est l'association des deux. Un guerrier et un archer est une combinaison d'attaquants à courte et longue portée. Le fait qu'ils soient dans la même équipe signifie également que ce ne sera pas facile pour Jian de s'en occuper, d'autant plus que cela semble impossible pour lui. Une notification apparaît l'informant qu'il ne reste tellement de gens sont déjà morts. Et avec le tutoriel sur le point de se terminer, tout ce que Jian a à faire est d'esquiver les attaques du duo, et il devrait pouvoir survivre jusqu'à la fin. Mais si les deux sont venus spécifiquement pour le tuer, alors il doit leur sembler être une cible facile. Alors que Jian essaie de comprendre quoi faire avec ces deux-là, ils sont si confiants qu'ils discutent déjà d'aller dîner si le guerrier réussit à tuer Jian. Juste avant le début du combat, Jian vérifie le tableau des scores et voit qu'il est à peine en première place avec 4 éliminations. Cela signifie que s'il parvient à tuer ces deux-là, il garantira son classement. Pour commencer, il s'en prend d'abord à l'archère, la tuant alors qu'elle est encore en train de se faire draguer par le guerrier. Avec son pouvoir martial actuellement au niveau 6, ils n'ont aucune chance contre lui. Le guerrier est choqué que son partenaire soit mort si facilement, mais il n'a même pas le temps de comprendre ce qui se passe lorsque Jian se précipite par derrière et lui tranche le dos avec son épée. Heureusement pour le guerrier, son armure épaisse de rang B a réussi à lui sauver la vie, et il pense que Jian ne pourra pas la percer avec une arme aussi médiocre. Mais Jian continue, utilisant l'épée pour frapper l'armure encore et encore, créant lentement un trou au même endroit avec ses frappes continues, jusqu'à ce que l'écart soit juste assez grand pour qu'il puisse éliminer le chevalier. Ailleurs, dans un bureau faiblement éclairé, une femme regarde le replay du match avec une tasse de thé à la main, au moment où Jian abat le guerrier. Cette femme est Lee Ayon, la chef de la 3e division du département des ressources humaines dans la guilde divergente. Elle pense que c'est un soulagement que Jian n'ait pas été convoqué juste à côté de son garde du corps, Lim Ga-young, qui était dans le même match que Jian et a réussi à se classer 2e. Ga-young n'est pas ravie de se voir dire qu'elle est plus faible que quelqu'un, mais Ayon lui conseille quand même d'essayer d'éviter de se battre avec le novice maniaque. Pour l'instant, ce que Ga-young doit faire, c'est collecter des données. Cependant, alors que Ga-young regarde la vidéo diffusée sur l'écran de son patron, elle ne peut s'empêcher de remarquer qu'elle a déjà vu Jian quelque part. Lim Ga-young de la guilde divergente est principalement connue pour posséder un don de rang S. Elle est le grand espoir de la guilde divergente, et sa performance dans la Ligue de Bronze a été à la hauteur des attentes de tous. Elle aurait dû se classer première, comme tout le monde l'espérait pour elle, et elle l'aurait très probablement fait si ce n'était pas pour l'apparition de Seong Jian. L'équipe d'éclaireurs de la Turtle Guild ne peut s'empêcher de crier de surprise en réalisant que non seulement Jian a battu certains de leurs membres les plus prometteurs, mais il a également réussi à se classer premier au niveau 2 sans équipement adéquat, ni affiliation à un groupe. Il est apparu en débardeur et pantalon de survêtement et a réussi à obtenir 6 éliminations sans aucune arme. Sa performance à elle seule dans ce match a suffi à susciter de nombreuses questions parmi les joueurs du monde entier. L'homme lui-même se détend dans son salon en vérifiant ses récompenses pour avoir obtenu la première place dans le tutoriel de la Ligue de Bronze. Il a gagné un boost d'expérience de 50%, et grâce à cela, il est passé du niveau 3 au niveau 6. Sa vitesse de montée de niveau est probablement due au fait qu'il est encore au niveau débutant, mais c'est un joli bonus quand même. Il n'a pas gagné de GP, qui est la devise utilisée par le système, mais il a obtenu des points de statistiques grâce à son niveau supérieur, qu'il a directement investi dans la puissance martiale. Encore une fois, sa puissance martiale augmente, passant du niveau 6 au niveau 9.
Il a également acquis un surnom Conquérant du tutoriel, ce qui lui donne un point supplémentaire dans tous ses attributs ainsi qu'un bonus d'expérience de 20%. Le surnom ne s'applique que dans la ligue de bronze, mais c'est bien de cette façon. Grâce à cela, il a maintenant 10 points en puissance martiale, ce qui le rend incroyablement puissant dans la ligue de bronze. La bataille de promotion en ligue d'argent aura lieu quand il atteindra le 25e niveau, donc jusqu'à ce moment-là, il doit juste se concentrer sur l'augmentation continue de sa puissance. Ce sont déjà beaucoup d'améliorations à ses statistiques et à sa force, mais il y a encore une chose de plus qu'il a gagné. En atteignant le niveau 5, il a débloqué une progression de classe, ce qui signifie qu'il peut maintenant choisir une classe. Lors du choix d'une classe, il est important que le joueur sache ce que chaque classe apporte. Il y a 4 options à choisir: guerrier, archer, mage et soutien. Dans sa vie précédente, il a choisi la classe guerrier, et comme il a déjà un niveau de connaissance expert, la choisir à nouveau rendra sa vie plus facile. Mais dans sa boutique de succès, il y a une option pour acheter un emplacement de classe supplémentaire. Ainsi, même s'il choisit une classe différente cette fois, il pourra toujours ajouter la classe guerrier plus tard en l'achetant avec 10 000 points de succès. Grâce à cela, il n'a pas besoin de choisir la classe de guerrier en premier, et il peut essayer autre chose. Son doigt plane au-dessus des options alors qu'il décide laquelle il va choisir, et puis finalement, il en choisit une. Plus tard, il est convoqué à la zone de Bronze League Gangnam à nouveau pour une autre mission. Cet endroit est rempli de milliers de zombies se pressant les uns contre les autres, et la mission cette fois est la défense. Les zombies sont au pied d'un château et les joueurs doivent tuer les zombies et protéger le cristal reposant au sommet des murs du château, tout en faisant de leur mieux pour survivre contre les zombies. Il y a plusieurs tours et la bataille continuera jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 5 tours. Au sommet de l'une de ces tours se trouve Lim Ga-Yang, une guerrière de la guilde divergente, et elle regarde les zombies avec dégoût. Ils sont peut-être dans un jeu, mais cela ne rend pas la vue des cadavres en décomposition plus agréable. Derrière elle, les autres joueurs apparaissent, et ils semblent connaître la carte ainsi que la mission. Ga-Yang connaît les personnes qui ont été jumelées avec elle. L'un est un archer du groupe LK, et il a un équipement de grade B qui semble solide. Un autre est un mage, et il ne semble pas affilié à une guilde, mais son équipement est impressionnant, et il ne semble pas trop mal pour ce niveau. Ces deux-là semblent être de bons partenaires de travail, mais la personne la plus importante dans ce type de mission est le soutien. La mission de défense est un combat de longue haleine, et le support est la personne qui garantit qu'ils pourront survivre à ce combat. Il est invoqué en dernier, et lorsque la lumière se dissipe, Ga-Yang est surpris de voir Seong Ji-Han apparaître comme le support de leur groupe. Comme la dernière fois, son équipement est assez unique, et il porte un survêtement et un tuyau en métal, vraiment l'équipement le plus puissant disponible. 20 minutes avant d'être convoqué pour la mission, il a décidé de choisir la classe de soutien. Lorsqu'il a sélectionné l'option, le système lui-même lui a conseillé que la classe n'est pas compatible avec lui. La raison pour laquelle il a choisi la classe de support, même si elle est si mauvaise pour lui que le système doit reconfirmer sa décision, est que la classe lui donne une nouvelle capacité appelée pouvoir divin, qui est débloquée après avoir choisi la classe de support. Le pouvoir divin est quelque chose dont il a désespérément besoin s'il veut développer une autre statistique unique, mais c'est l'une des capacités les plus difficiles à développer. C'est parce que ce n'est pas aussi facile à améliorer avec l'entraînement que d'autres statistiques, et il n'y a aucun moyen de l'augmenter autrement qu'en investissant des points supplémentaires dedans. Ji-Han ne veut évidemment pas faire cela, car il met tout ce qu'il a dans sa statistique de puissance martiale dans l'espoir de gagner tôt les arts divins sans nom. Il ne gaspillerait jamais ses précieux points pour autre chose. Alors pourquoi a-t-il choisi la classe de soutien et obtenu la statistique de pouvoir divin? C'est parce qu'il connaît une autre façon d'améliorer le pouvoir divin, et c'est une méthode dont les gens ne sont pas du tout conscients. Le secret réside dans son nouveau tuyau brillant. Les autres joueurs sont tout aussi surpris par le fait que Ji-Han est un soutien que Ga-Yang, et le mage en particulier ne cache pas sa frustration face à la tenue et à l'équipement supérieur de Ji-Han. Il crie sur Ji-Han pour ne pas avoir choisi de meilleur équipement et souligne même à quel point son propre équipement est coûteux en comparaison, pensant que le mauvais équipement de Ji-Han est dû à son incompétence. L'archer essaie de calmer le mage avant qu'il ne dise quelque chose de vraiment déplacé, mais le mage ne veut rien entendre. Il traite Ji-Han de sale, et dit même qu'il ne veut pas jouer avec quelqu'un d'aussi mauvais qui va clairement gâcher leur équipe. Ga-Yang ferme les yeux d'agacement et s'interroge sur la terrible malchance qui la force à jouer avec un troll. Cependant, elle sort de sa rêverie lorsqu'elle entend le mage crier de surprise. Ji-Han a attrapé le mage arrogant par le col de sa cape, et notre MC le tient en l'air comme un jouet. Puis, sans réfléchir un instant, il jette le mage par-dessus le bord de la tour, directement vers les zombies affamés en bas. Le mage s'est plaint tout ce temps qu'il ne veut pas jouer avec Ji-Han, alors notre protagoniste l'a aidé à quitter le jeu personnellement. Le mage réapparaît après la mort, et dès qu'il réapparaît en haut de la tour, il supplie Ji-Han de lui pardonner et promet de faire de son mieux pour l'équipe. L'homme qui s'humilie au pied de notre personnage principal est Kim Guyok, et la raison de son changement soudain de comportement est les techniques disciplinaires de notre héros. Lorsqu'une personne apparaît dans le jeu de défense de la Ligue Bronze, elle reçoit un total de 3 vies. Kim Guyok, qui a ressuscité immédiatement après avoir été impitoyablement jeté du haut de la tour, a immédiatement reçu une autre leçon de parachutisme de Ji-Han dès qu'il a réapparu. Grâce à cela, il ne lui reste plus qu'une vie, et s'il devait mourir une fois de plus, alors il serait expulsé du jeu et obtiendrait la dernière place. C'est pourquoi il supplie actuellement pour sa vie au pied de notre personnage principal, espérant qu'il ne soit pas de nouveau jeté pour être le déjeuner des zombies. Il doit éviter d'obtenir la dernière place, car s'il le fait, alors son niveau baissera comme une pénalité. Cela signifie également que toutes les compétences qu'il a achetées avec son propre argent disparaîtront en conséquence. Si le niveau d'un utilisateur ne correspond pas aux exigences de compétences, alors la compétence sera automatiquement supprimée. Ji-Han est surpris que la personnalité de Guyok ait changé si rapidement, surtout depuis qu'il était si déterminé à lancer des attaques dans sa vie précédente dès qu'il apparaissait.
Ju-yok essaie de se présenter comme un mage de feu très efficace contre les hordes de morts vivants, et il est aussi de niveau 15, ce qui signifie qu'il est très fort. Pour toute autre équipe, il est une ressource précieuse qu'il ne voudrait pas perdre, mais toutes ces bavardages ont rappelé à Gayong qui il est. Kim Gyu-yok était autrefois affilié à l'une des 10 grandes guildes de Corée et il était respecté par tous, mais il a échoué 4 fois dans les ligues de promotion argent, et après cela, il a commencé à se battre partout. Autrement dit, Gayong le considère comme un perdant. Gyu-yok continue de vanter ses compétences et promet de coopérer avec eux, mais à une condition. Il veut que Ji-han s'excuse personnellement de l'avoir tué 2 fois. L'archer soutient cela et il est clair qu'il veut juste que leur équipe se réconcilie. Mais à l'intérieur, Gyu-yok est toujours en colère d'avoir été tué 2 fois, mais il n'a même pas la chance de terminer son monologue de vengeance interne, car Ji-han le saisit à nouveau par le col et le jette par-dessus les murs du château, une dernière fois pour l'audace de demander des excuses, même si c'est lui qui a commencé le combat. Et avec cela, leur mage est parti, laissant leur équipe avec un homme en moins. Les zombies continuent de grimper la tour, et par coïncidence, l'équipe la plus proche d'eux a un autre mage de feu qui s'occupe rapidement des zombies de son côté. C'est pourquoi ils avaient besoin d'un mage, et l'archer réprimande Ji-han pour ne pas avoir essayé de rencontrer le mage à mi-chemin. Ji-han n'est pas impressionné et ouvre sa fenêtre de statut pour vérifier sa dernière quête limitée. Cette quête a une quête liée et elle nécessite qu'il obtienne la première place dans la mission des 10 tours et tue également 1000 zombies par lui-même pour un total de 4000 points d'accomplissement. Tuer 1000 zombies serait presque impossible compte tenu du peu de temps qu'il leur reste, mais il ne veut pas perdre 3000 points. Lim Gayong regarde Ji-han essayer de comprendre quoi faire et elle ne tente même pas de cacher à quel point elle le juge. Jusqu'à présent, Ji-han a seulement fait ce qu'il veut, et malgré ses spécifications impressionnantes, il n'est qu'une classe de soutien. D'après ce que Gayong peut dire, il n'y a aucune raison pour elle d'essayer de l'amener dans la guilde divergente. L'archer n'est pas aussi calme qu'elle, et il continue de crier sur Ji-han, qui finit par remarquer. Finalement, il dit à Ji-han que s'il continue à agir comme un imbécile, alors il devrait simplement aller se battre tout seul. À la surprise générale, Ji-han est content d'entendre cela, car il pourra éliminer tous les zombies seul s'il le laisse avancer sans leur aide. Gayong lui dit de rester derrière elle pendant qu'elle prend les devants. Elle considère le match comme déjà perdu, mais elle ressent au moins le besoin d'assumer ses responsabilités en tant que joueuse. Cependant, Ji-han lui dit que tout va bien. Il prévoit de tout prendre à l'avant pendant que l'archer et Gayong se protègent mutuellement. Un zombie parvient enfin à atteindre le sommet de la tour, et c'est un zombie de sang qui est différent et plus fort que les autres zombies. Sa tête est faite de liquide, donc ils ne peuvent pas le tuer avec des attaques physiques. Enfin, ils peuvent quand même. Ji-han se moque des règles du jeu. Le zombie bondit et Ji-han se prépare avec la lance, et d'un coup net, tue le zombie en lui écrasant la tête. Gayong remarque, à partir des morceaux de chair de zombie enflammés qui tombent autour, que Ji-han doit avoir accès à un pouvoir divin. Plus de zombies se dirigent vers la tour et Ji-han continue à les repousser un par un avec son bâton. Jusqu'à présent, il n'a tué que 6 zombies sur 100 et il a encore beaucoup à faire. Alors que plus de zombies grimpent sur la tour, Ji-han continue à les affronter seul. En tuant plus de 2 douzaines de zombies, il commence à réaliser que son plus grand problème sera les zombies de sang. Les attaques physiques ne fonctionnent pas sur eux, alors quand il les voit, il libère une petite quantité de pouvoir divin, ce qui lui permet de tous les tuer en même temps. La vision de l'archer sur Ji-han a complètement changé, et il est difficile de nier que notre héros principal est vraiment un pro, même s'il est un crétin. Gayong, quant à lui, est trop stupéfait pour parler et ne peut que regarder Ji-han se battre avec admiration. Il contrôle librement le pouvoir divin et se bat sans le gaspiller. Son niveau de contrôle est déjà impressionnant, mais ce qui l'impressionne le plus est la compétence et la précision de Ji-han à viser la tête des zombies. En quelques minutes, Ji-han a réussi à tuer plus de 200 zombies, ce qui lui permet de remplir une condition cachée appelée la foi d'un autre monde. Cela augmente son pouvoir divin du niveau 6 au niveau 7. Voici son autre méthode pour augmenter son pouvoir divin, et il semblerait que cela fonctionne. Il peut augmenter son pouvoir divin grâce à l'utilisation d'objets sacrés. En 2010, lorsque le tutoriel de la Terre a commencé, les objets sacrés étaient échangés à des prix élevés, car on disait qu'ils contenaient des secrets. Mais après 10 ans, rien n'a jamais été révélé, et finalement leur valeur a continuellement chuté. Les objets divins d'un autre monde n'avaient également aucun mérite, et beaucoup de gens ne connaissaient même pas leur existence. Cependant, il y avait une personne qui le savait, et c'était Sophia, la sainte de American First. Elle lui a raconté comment elle a augmenté son pouvoir divin avec un objet divin d'un autre monde, et que le pouvoir divin en général peut être augmenté en utilisant des objets divins d'autres mondes. Bien que cela ne fonctionne pas après avoir terminé le tutoriel, c'était la méthode qu'elle a utilisée pour devenir une sainte. Elle tenait l'objet divin de l'autre monde et priait longtemps. Finalement, après un certain temps, elle obtenait du pouvoir divin. Les conditions requises pour chaque article divin sont légèrement différentes, et ce n'est en aucun cas une méthode facile. En plus de cela, les articles sont si peu demandés qu'ils sont extrêmement difficiles à trouver. Grâce à cela cependant, Sophia a pu monopoliser tous les articles divins pour elle-même. Ce sont des informations de haute qualité que personne ne connaît, alors elle a certainement utilisé cela à son avantage. Mais malgré la valeur de ces informations, il y avait aussi quelqu'un d'autre qui achetait constamment des objets divins d'un autre monde, ce qui signifie qu'il y a un autre joueur qui connaît cette information. Après que Ji-han ait régressé, il a visité la chambre de sa sœur dans le penthouse du palais de l'épée, et là, il a trouvé tous les objets divins d'un autre monde qui avaient été achetés. Tout leur pouvoir divin a été drainé, donc ils sont tous vides.
Cela signifie que l'identité de l'autre joueur qui avait collecté des objets divins d'un autre monde était sa sœur aînée, Seong Gi-hun. Avec Yoon Si-jin, le roi de l'épée Gi-hun, sa sœur était le meilleur soutien de la Corée du Sud et un héros. Comment elle est morte est une toute autre histoire cependant. Parmi tous les pouvoirs divins d'un autre monde qu'elle a laissés derrière elle, Ji-han a trouvé une barre en acier qui a été réduite à un objet de rang E. D'après la description de l'article, il devrait être particulièrement parfait pour briser les crânes de zombies. Après l'avoir utilisé pendant si longtemps, il a été réduit à un article de rang F et il ne reste plus beaucoup de pouvoirs divins à absorber. Mais il est toujours solide, donc c'est l'arme parfaite pour frapper des choses avec. Gyeong continue de s'émerveiller de sa carrure incroyable et de son niveau de contrôle incroyable. L'archer remarque qu'une autre tour est tombée et qu'ils étaient dans les 5 premiers. Mais dans son excitation, il ne remarque pas un zombie se faufiler derrière lui. Gyeong dégaine rapidement sa lame et abat le zombie avant qu'il ne puisse attaquer l'archer. Par sa posture et sa façon d'utiliser son épée, Ji-han reconnaît immédiatement qui elle est. Elle est connue comme l'épée fleur de prunier, Lim Gyeong, et elle était célèbre pour être le roi intérimaire de l'épée. Cependant, elle n'a pas eu une fin glorieuse dans sa vie passée. Elle est morte de la main de l'ancien roi des épées lui-même, qui s'appelle maintenant Ryuhei. Il semble qu'il ait réussi à rencontrer une personne assez importante dès le début de cette nouvelle vie. Gyeong lui attire l'attention et demande si elle peut se joindre à lui dans le combat. S'ils se battent ensemble, ils peuvent viser un meilleur classement. Ji-han regarde sa fenêtre de statut et il voit qu'ils ne sont qu'à la 5e place. Il y a encore un long chemin à parcourir et il ne reste pas beaucoup de temps non plus. S'il s'agit de l'épée de fleur de prunier, elle ira bien sans lui, mais l'une de ses quêtes est de se classer premier dans cette mission. Ji-han décide de laisser les zombies grimper à la tour avec elle et l'archer, puis il saute du côté de la tour avant qu'il n'ait même la chance de remarquer ce qu'il fait. En tombant au sol, il rassemble tout son pouvoir divin dans le bâton et le frappe au sol, provoquant une énorme explosion d'énergie qui repousse tous les zombies. Grâce à la contribution massive de Ji-han, son équipe parvient à se classer première dans la mission et ils émergent comme les derniers survivants. Grâce à cela, il accomplit sa quête limitée, mais il n'a pas pu terminer sa quête liée de tuer 1000 zombies seul. Le jeu se termine et Ji-han commence le processus de téléportation vers sa maison. Avant qu'il ne parte, ses coéquipiers viennent le féliciter pour son excellent travail. Il les a portés si facilement et est sorti comme le joueur le plus précieux malgré tout, et l'archer est plus qu'impatient de faire équipe avec lui à nouveau. Mais tandis que l'archer admire notre personnage principal, Gyeong ne peut s'empêcher d'être choqué par la quantité massive de dégâts que leur support a infligé malgré un niveau inférieur au sien. Elle pense que cela doit être un bug, elle ne peut cacher à quel point elle est surprise. L'archère décide de se déconnecter d'abord, la laissant seule avec Ji-han. Elle saisit l'occasion de l'approcher avant qu'il parte et l'appelle même par son prénom, ce qui surprend Ji-han. Après tout, ils devraient s'être rencontrés à ce moment-là, mais Gyeong n'en a rien à faire. Avec le potentiel et les réalisations qu'il a montrées au cours de ses dernières missions, elle peut dire que cet homme est définitivement quelqu'un dont ils ont besoin à la guilde divergente. En tant que membre de la guilde divergente, elle doit le recruter quoi qu'il arrive. Mais maintenant qu'elle le regarde, elle finit par demander accidentellement son numéro de téléphone à la place. Soudain, son expression calme se transforme en une panique extrême lorsqu'elle réalise qu'elle a sauté beaucoup d'étapes pour en arriver là. Elle demande son numéro de téléphone lors de la première conversation et elle doit se dépêcher de s'expliquer avant qu'il ne le prenne mal. Avant qu'elle ne puisse exprimer ses mots correctement, Ji-han s'excuse et lui dit qu'il ne se souvient pas de son numéro de téléphone pour le moment. Ensuite, il ouvre sa fenêtre de statut et se déconnecte avec un rapide au revoir avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit d'autre. Gyeong prend un moment pour se demander comment quelqu'un peut oublier son propre numéro avant de réaliser qu'elle vient probablement d'être rejetée. Dans le monde réel, il s'avère que Ji-han ne se souvient vraiment pas de son ancien numéro. Il a utilisé son numéro américain pendant un certain temps dans sa vie précédente et il n'a pas eu le temps de mémoriser son numéro coréen depuis qu'il s'est réincarné dans cette nouvelle vie. Il ne peut pas demander aux autres quel est son propre numéro, donc pour l'instant, il va devoir laisser ses pensées pour plus tard. La chose la plus importante à penser en ce moment est qu'il a été recruté. Il semble qu'avec toutes ces démonstrations récentes, il a fini par trop se démarquer. Maintenant qu'il y pense, il aurait probablement dû obtenir son numéro à elle, mais il ne prévoit pas de rejoindre une guilde pour le moment. Pour l'instant, il doit se concentrer sur l'obtention d'autant de récompenses que possible grâce aux quêtes. Il a réussi à augmenter son niveau de 2 points, et il a même réussi à gagner 1500 points de guilde grâce à cela, mais il ne peut pas acheter d'objets sacrés avec juste ce montant. Les objets divins qu'il veut acheter sont beaucoup moins chers dans le passé qu'à son époque, mais c'est encore trop pour lui. Pour l'instant, il doit rentrer chez lui et fouiller encore un peu dans le stockage de sa sœur. Il rentre chez lui et remarque immédiatement les chaussures de quelqu'un d'autre à la porte. Il réalise immédiatement qui était à la maison avec lui et le choc le fait lâcher son sac. Tout le monde a des moments qu'il regrette toute sa vie et Ji-han a aussi des regrets similaires. Son plus grand regret cependant, c'est le fait qu'il n'a pas pu protéger sa nièce bien-aimée, C.A. dans sa vie passée. Il avait tellement de choses à dire s'ils se rencontraient à nouveau. Il se souvient à quel point elle était forte et comment elle lui avait même dit qu'elle le protégerait. Et maintenant, elle est devant lui à nouveau, vivante comme si de rien n'était. Par-dessus tout, il voulait lui dire encore une fois qu'elle lui manquait vraiment. Yoon Se-a vient d'avoir 18 ans cette année, et elle est la fille de Yoon Se-jun et de sa sœur aînée. Elle n'était pas à la maison quand il a régressé parce qu'elle était avec un groupe vivant à Jeju, mais elle était la seule à partir tôt pour des raisons évidentes. Comme elle est née quand sa sœur travaillait pour subvenir à leurs besoins, Ji-han s'occupait de Se-a depuis son jeune âge. Maintenant, sa mère est partie et son père fait défection au Japon tout d'un coup et change de nom.
Maintenant que tout le monde est parti, la seule famille qu'ils ont est l'un l'autre. En ce moment, elle est la personne la plus importante dans sa vie, et tout cela est arrivé à cause de la décision soudaine de Yoon Se-jun. Plus tôt, Seo a contacté son père pour voir ce qui l'avait poussé à changer de camp soudainement, et il lui a dit qu'il était tombé amoureux. Il lui a annoncé cela avec tant de désinvolture, et même si elle paniquait lors de l'appel téléphonique avec lui, il semblait beaucoup trop calme face à la situation. Elle lui a demandé ce qu'il voulait qu'elle fasse maintenant qu'il disparaissait, et a même demandé s'il la jetait pour rien. Et il a calmement répondu qu'il la jetait parce que c'était la condition que son nouvel amour lui avait donnée. Sans même un autre mot ou un au revoir, il a raccroché et a mis fin à sa relation avec sa fille d'un seul geste. C'est incroyablement minable, mais Ji-han l'a toujours connu comme ce genre d'homme. C'est un renégat irresponsable prêt à abandonner sa propre fille et son pays entier pour une fille. À cause de cela, l'innocente Seo s'est retrouvée toute seule et dans une autre vie, elle a fini par se suicider. Seo se retourne et remarque que la photo de famille est cassée. Ji-han se précipite immédiatement pour s'excuser, pensant que malgré ce que Yoon Se-jun a fait, il reste son père. Mais à sa surprise, elle révèle qu'elle voulait le casser à la place. Ensuite, elle lui dit qu'elle va bien et affiche un visage fort. C'est toujours comme ça que Seo était. Que sa mère soit morte ou que son père l'ait trahi et l'ait quitté, elle aurait toujours un sourire radieux et vivrait en s'inquiétant plus pour son oncle qu'elle-même. Mais même s'il sait qu'elle peut s'occuper d'elle-même, il ne veut plus qu'elle soit comme ça. À partir de maintenant, même si elle est adulte, il veut s'occuper d'elle et la protéger. Seo ferme les yeux et lui permet de la serrer dans ses bras, mais leur moment est interrompu quand elle lui dit qu'il est en sueur. Ailleurs dans la métropole de Séoul, à Gangnam-gu, à l'intérieur du siège de la guilde divergente, Lee Ha-yeon ne retient même pas son rire après que son garde du corps lui ait raconté sa rencontre avec Ji-han. La belle Lim Ga-young a demandé le numéro d'un homme et il a refusé. Et en plus, il a utilisé la mauvaise excuse de dire qu'il ne se souvenait pas de son numéro. Son rire amène Ga-young à accepter qu'elle n'est pas aussi belle que Lee Ha-yeon semble le penser, mais c'est loin d'être la vérité. Elle ne sait tout simplement pas à quel point elle est vraiment populaire. Même les quelques personnes qu'ils ont croisées ne peuvent s'empêcher de la regarder et de chuchoter à quel point elle est cool. Les deux se dirigent vers le salon de l'entreprise et Lee Ha-yeon se sent particulièrement détendue d'être là. Les deux sont là pour discuter de leur projet concernant le recrutement de Ji-han. Ils doivent le recruter quoi qu'il arrive, et même les supérieurs la poussent à l'intégrer à leur équipe le plus rapidement possible. Pendant qu'ils discutent, Ha-yoon remarque une notification sur son téléphone. C'est quelqu'un qui diffuse un live, et elle est confuse de savoir qui cela pourrait être puisqu'il ne devrait pas y avoir de grands matchs aujourd'hui. La personne qui diffuse est habituellement un streamer de jeux d'argent que Ha-yeon suit de temps en temps. Mais la personne qui héberge le stream n'est certainement pas celle qu'ils attendaient. C'est Seong Ji-han, et il commence un stream improvisé apparemment sans annonce. De l'autre côté, Ji-han installe la caméra pendant que Seo le conseille hors écran. Ga-young a du mal à comprendre pourquoi Ji-han apparaît sur un stream de prédiction de jeux de hasard, mais Ha-yeon est plus concentré sur le titre du stream. Ji-han prétend être le beau-frère du roi de l'épée. Les gens qui regardent le stream sont aussi confus à propos de l'annonce soudaine, et les commentaires affluent dans le stream demandant ce qui se passe. La statue derrière lui est la statue des épées jumelles, ce qui prouve qu'il est dans le pantouse du palais des épées. Maintenant que le stream a correctement commencé, Ji-han dit à Seo de reculer, puis il canalise la puissance dans son pied et frappe le sol, fissurant le sol sous lui et causant la colonne sous la statue des épées jumelles à se briser. Ensuite, il utilise son poing pour briser la statue, choquant tout le monde regardant le stream et attirant des milliers de spectateurs vers le flux. Maintenant qu'il a fait sensation et suscité l'intérêt de nombreuses personnes pour le flux, il est temps pour lui de commencer à aborder la naturalisation de Sword King Yoon Se-jun au Japon. L'endroit où il diffuse en ce moment s'appelle le BattleTube, c'est un système de diffusion du BattleNet, et une plateforme qui possède une part de marché inégalée dans le monde. Étant donné que cela fait partie du BattleNet, Ji-han peut également obtenir des quêtes liées à BattleTube, qui incluent l'obtention d'un certain nombre de spectateurs, d'abonnés et de vues. Grâce à cela, il a une autre manière de gagner des points de réussite en faisant sensation sur la plateforme, et détruire la statue de l'épée jumelle est certainement une façon de faire sensation en ligne. Pour Seong Ji-han, il n'y a pas de meilleure situation que maintenant pour encaisser toutes les récompenses. Au fur et à mesure que les spectateurs continuent d'affluer, il continue de gagner des points de réussite grâce aux nombreux jalons qu'il franchit. Pendant ce temps, les gens sont toujours choqués qu'il ait osé briser une statue si importante, et comme prévu, beaucoup de désapprobation affluent. Il y a aussi un certain nombre de commentateurs qui ont la même photo de profil avec un logo noir et des épées jumelles. Ces personnes sont la famille du roi épée et rien que d'y penser, cela fait trembler Ji-han de colère. Ce club de fans fous et fanatiques de Yoon Se-jin est ce qui a conduit Seo à sa mort dans sa vie précédente. Bien qu'ils soient ceux qui ont le plus soutenu le roi épée, leur ressentiment après son départ pour le Japon n'a cessé de croître. Et finalement, ces émotions ont commencé à se diriger vers la seule parente de sang de Yoon Se-jin, Yoon Se-ah. Leurs paroles terribles et leur colère atteignaient toujours Seo, peu importe à quelle distance elle fuyait. Et à la fin, elle a perdu la vie à cause de leurs actes insensés. Comme ils avaient besoin de quelqu'un à blâmer et contre qui être en colère, ils ont pris pour cible sa nièce innocente. Mais cette fois, il ne laissera pas faire cela. Si quelqu'un doit être désigné responsable, Ji-han acceptera volontiers d'être cette cible. Notre MC s'éclaircit la voix et demande à tout le monde d'écouter attentivement, puis il frappe la statue qui s'effondre encore pour s'assurer que tous les regards sont toujours sur lui. Puis, il clarifie en déclarant qu'Edo Ryuhei, leur ancien roi de l'épée, ne reviendra pas. Alors qu'il poursuit son annonce, les gens commencent à le reconnaître grâce à ses réalisations passées, en particulier le tutoriel de bronze, où il a eu un impact énorme en se classant premier malgré les prévisions.
mais le fait qu'il soit toujours bronze nuit définitivement a ses chances de se comporter comme une figure d'autorité. Ji-han ignore leur conversation, puis montre une preuve irréfutable à la caméra, rapprochant son téléphone du microphone pour jouer un enregistrement. Cet enregistrement est d'un appel entre Ryuhei et Sehar après que le roi de l'épée a décidé de se naturaliser comme japonais. Lors de l'appel, Ryuhei annonce clairement que la raison pour laquelle il quitte la Corée est qu'il a trouvé quelqu'un qu'il aime. Il admet qu'il quitte le pays entièrement pour elle, et qu'il abandonne même sa fille unique sans remords. C'est la condition que son nouvel amour lui a imposée pour être accepté. Maintenant que le message prévu a été transmis, Ji-han termine l'enregistrement. Les gens restent sans voix, mais la plupart ne sont pas convaincus. C'est essentiellement des ragots de rue à ce stade, et pas de preuves concrètes que leur roi de l'épée. Le roi est parti. Pour enfoncer le clou, Sae-ha apparaît elle-même à la caméra pour continuer l'annonce. Elle annonce que son père a dit qu'il lui transmettrait le palais de l'épée, mais elle ne veut pas accepter l'héritage de quelqu'un qui a abandonné son pays et sa famille. À cause de cela, elle prévoit plutôt de faire don du palais de l'épée au pays dans l'espoir que ce don deviendra un énorme soutien pour la croissance des jeunes joueurs coréens. Alors qu'elle poursuit son annonce, Ji-han sourit car ses plans se concrétisent magnifiquement. Une demi-heure plus tôt, il a d'abord dit à Sae-ha qu'il voulait qu'il donne la maison. Comme tout le monde, elle était perplexe qu'il puisse suggérer une telle chose. Pourquoi diable voudrait-il tout donner? Il ne peut pas lui dire la vraie raison et il ne sait même pas s'il peut la convaincre complètement s'il essayait. Après tout, puisque qu'ils ne vendent pas le bâtiment mais le donnent gratuitement, cela semblerait être une décision vraiment insensée. Mais Ji-han doit la convaincre de le faire pour son propre bien, quoi qu'il arrive. Dans sa vie précédente, après que Yoon Sae-jin ait détruit la Corée en devenant le représentant du Japon, la colère des Coréens a tellement grandi qu'ils ont fini par confisquer tous les biens de Yoon Sae-jin, y compris le palais de l'épée dans lequel ils vivent. Sae-ha n'avait nulle part où aller, et elle ne pouvait pas supporter tout le harcèlement et les menaces de la famille du roi de l'épée. À la fin de tout, elle a mis fin à ses jours. Puisque cet endroit sera de toute façon repris, il serait préférable de le donner pour gagner la faveur de la Corée et garder Sae-ha en sécurité. Pour Sae-ha cependant, c'est juste un oncle profiteur qui boit toute la journée à la maison, et il ne peut certainement pas lui dire qu'il vient du futur non plus, mais il doit trouver un moyen de la convaincre. Étonnamment, alors qu'il pensait encore à comment la convaincre de son idée, elle a accepté son plan. Il a dû prendre un moment pour vérifier si elle était vraiment d'accord avec ça, car même pour lui, sa demande soudaine n'aurait absolument aucun sens. La raison pour laquelle elle a décidé de lui faire confiance est qu'il n'est pas le genre de personne qui ferait une telle suggestion sans raison valable. Plus important encore, cela fait longtemps que Sae-ha n'a pas vu ce côté confiant de lui, alors elle décide de faire confiance à son jugement. Grâce à sa détermination impressionnante, il a réussi à faire de cette situation une réalité. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas encore de problème à l'avenir cependant. La famille du roi de l'épée est toujours en colère, et elle désigne spécifiquement Ji-han comme un escroc et un imposteur. C'est exactement ce qu'il veut d'eux cependant. Il veut qu'ils continuent de lui lancer leurs insultes et d'éviter de s'en prendre complètement à Sae-ha, mais ce n'est toujours pas suffisant pour finir le travail. Pour s'assurer que tout est parfait, il va devoir planter un dernier clou dans le cercueil. Il revient dans le champ de la caméra et interpelle spécifiquement Yoon Sae-jin. Il leur dit que la raison que le roi de l'épée a donnée pour partir est à cause d'une femme, mais la vérité est qu'il est un has-been. Sae-ha ne peut que regarder, car cela n'était définitivement pas dans le scénario précédent, et elle ne sait pas quoi faire. Les commentateurs deviennent fous, certains ne croyant pas qu'il dirait une telle chose, tandis que d'autres ne peuvent que rire de l'absurdité de sa déclaration. Ji-han continue de le provoquer, affirmant que la seule raison pour laquelle Yoon Sae-jin est parti était qu'il savait qu'il ne réussirait pas en Corée. Même Ga-young et Aeon ne peuvent s'empêcher de crier face à ce qu'il dit. Puis Ji-han termine en disant que Yoon Sae-jin devrait bien rester au Japon car ils se rencontreront bientôt pour que Ji-han puisse l'écraser. Le stream se termine après cela et il rentre dans la maison pour se rafraîchir. Sae-ha confronte son oncle au chaos qui a commencé en ligne à cause de ses déclarations. La Corée et le Japon sont tous deux en émoi à cause de ce qu'il a dit, mais Ji-han n'est pas inquiet. Il la rassure en lui disant qu'il ne se passera rien et que Sae-ha devrait simplement ignorer toute la publicité que cela leur apporte pour ne pas se stresser inutilement. En raison de ses actions récentes, Sae-ha ne peut s'empêcher de remarquer que quelque chose semble différent chez son oncle. C'est presque comme s'il était devenu une autre personne du jour au lendemain, mais ce n'est pas surprenant qu'elle ressente cela. Après tout, il n'y a aucune chance qu'il agirait normalement après être mort et avoir régressé dans le passé. Il lui demande si elle ne voyait en lui qu'un pique-assiette qui boit toute la journée, et Sae-ha essaie de revenir sur ses paroles, même si c'est vrai qu'elle le voyait comme ça avant. Pendant qu'il parle, la sonnette retentit, et Ji-han sait déjà qui c'est, mais il ne s'attendait pas à ce qu'il vienne si tôt. Maintenant que les choses en sont arrivées à ce point, il est temps pour lui de commencer à gagner de l'argent. Ailleurs, à Tokyo, au Japon, Yoon Sae-jin regarde les nouvelles alors qu'il est assis à côté d'une femme endormie sur le lit. Les informations relatent les événements qui se sont récemment produits et indiquent que la relation entre la Corée et le Japon ne devrait que continuer à se détériorer en raison de sa naturalisation au Japon. Cela ne fait qu'empirer depuis que la nouvelle s'est répandue qu'il a fait tout cela pour une femme. Maintenant, avec Ji-han, le beau-frère de Yoon Sae-jin, qui fait encore plus de provocations, les choses ne peuvent qu'empirer et il ne reste plus qu'à voir comment le roi de l'épée réagira. On pourrait même dire que Ji-han est une représentation de la fureur de la Corée. La femme se lève du lit et Sae-jin éteint la diffusion, craignant de l'avoir réveillée, mais elle le rassure qu'elle n'a plus besoin de dormir. Elle s'inquiète plus pour lui et les moments difficiles qu'il traversera, mais Ryuhei l'arrête et lui dit qu'elle ne devrait plus l'appeler Sae-jin maintenant. Il a pris son nom et c'est ainsi qu'il veut être appelé à l'avenir.
Cette femme, Chizuru, s'accroche à lui et lui assure qu'il est toujours Yoon Sae-jin, le joueur numéro 1 en Corée, et que la vérité n'a pas changé. Mais il y a une étrange puissance dans ses mots, et il semble que ce qu'elle lui dit est un effet beaucoup plus fort que de simples paroles. Puis elle l'attire à elle, et ils s'embrassent, tandis qu'elle lui rappelle qu'il est son Yoon Sae-jin. De retour avec notre protagoniste, il ouvre la porte et se tient dehors l'homme qui l'attendait. Cet homme est un fonctionnaire du gouvernement et il semble qu'il et Ji-han se connaissent un peu. Son nom est Park Yoon-sik et il est le directeur du département du BattleNet en Corée du Sud. Dans sa vie passée, après le départ de Yoon Sae-jin, le département a cessé de venir, mais il semble qu'il ait fait tellement sensation aujourd'hui qu'ils ne peuvent plus l'ignorer. Cependant, même si le gouvernement a cessé de venir, cet homme a quand même pris le temps de s'occuper de lui et de Saea, et de bien s'occuper d'eux. Maintenant que la scène est prête et que tous les acteurs sont arrivés, il est temps pour Ji-han de commencer à prendre toutes les choses dont il aura besoin. Les trois s'assoient pour discuter et Yoon-sik va droit au but. Il sait qu'ils ne pourront pas ramener le roi de l'épée et le gouvernement le sait aussi, mais ils ne peuvent pas encore informer les citoyens. Le match Corée contre Japon aura lieu bientôt et ils ont besoin que le moral des gens soit bon pour cela. Ji-han voit où va cette conversation et dit à Yoon-sik d'aller droit au but et d'arrêter de tourner autour du pot. Ce qu'ils veulent vraiment, c'est que Ji-han rende la donation du palais de l'épée, car si le gouvernement accepte sa donation, ce sera une reconnaissance officielle que le roi de l'épée ne revient pas. Yoon-sik est choqué que Ji-han ait mis dans le mille si facilement, et il commence même à croire que Ji-han est vraiment devenu une toute nouvelle personne. Le Ji-han d'avant n'était qu'un alcoolique sans emploi accro au jeu. Mettant de côté sa stupéfaction, Yoon-sik confirme ce que dit Ji-han, mais lui dit qu'ils n'ont pas complètement renoncé au retour du roi de l'épée. Alors, au lieu de tout céder, le gouvernement aimerait proposer une gestion co-signée à la place. Cela signifie que la propriété passera à quelqu'un d'autre, mais ils continueront à prendre des décisions conjointes dans les affaires. C'est une manière de s'assurer qu'ils peuvent toujours se préparer au retour du roi épée. Le gouvernement veut aussi que les deux continuent de résider au palais de l'épée, ce qui, au final, est bénéfique pour les deux parties. Yoon-sik fait glisser un document vers eux qui donne plus de détails sur l'accord et il les exhorte à le lire et à y réfléchir. On dirait qu'ils y ont vraiment réfléchi et qu'ils ont pris cela en considération. Ji-han allait vraiment le remettre, mais s'ils sont prêts à faire cela, alors c'est encore mieux pour eux. Cependant, en échange, il y a une faveur que Ji-han aimerait demander. Le temps passe après cet événement, et encore un autre match est sur le point de commencer dans le réseau de combat. Un streamer nommé le Golden Light commence son stream, et les spectateurs affluent immédiatement sur BattleTube pour le regarder. Le streamer se tient fièrement sur la statue du Colisée et accueille tout le monde à son stream. Les joueurs en dessous commencent à apparaître dans le match et Golden Light saute pour les rejoindre alors qu'il continue à divertir ses spectateurs. Quelqu'un offre un don et dit à Golden Light de s'assurer de donner une leçon aux joueurs de bronze. Tout le monde regarde avec agacement Golden Light danser pour divertir ses spectateurs en remerciement du don. Ils ne sont certainement pas aussi heureux de le voir dans leur hall que ses spectateurs, et c'est parce que derrière ce sourire innocent se cachent des intentions incroyablement sournoises. Il est devenu un streamer populaire grâce à son apparence et son hyperactivité, mais aussi parce qu'il est un troll infâme. Il était autrefois un joueur respecté de la Ligue d'Or, mais il s'est rétrogradé intentionnellement à la Ligue de Bronze pour le contenu, appelant cela un voyage en haute mer. Il ne se soucie pas du jeu lui-même, et se préoccupe uniquement de s'amuser, ce qui fait de lui le summum d'un troll. Même s'il s'est rétrogradé à la ligue la plus basse, son équipement et ses statistiques sont toujours de rang or, il est donc connu pour harceler et tuer des joueurs de bronze qui sont plus faibles que lui. Maintenant qu'il est ici et que ses fans impatients le regardent avec attente, il est temps pour Lumière Dorée de chercher sa première victime. Il parcourt la foule de joueurs et ses yeux se posent finalement sur un potentiel contenu. Sans perdre une seconde, Golden Light court vers Ji-han avec un micro à la main, impatient d'interviewer l'homme qui est récemment devenu le sujet de toutes les conversations en ville. À ce stade, Ji-han a de nombreux surnoms et les gens le couvrent d'attention. John par contre est juste confus quant à l'identité de ce garçon doré. Il est évidemment un streamer de BattleTube et il est beaucoup trop bruyant pour Ji-han. Mais maintenant qu'il y pense, il y a pas mal de succès BattleTube qu'il n'a pas encore accompli. Puisque l'occasion s'est présentée, Ji-han peut tout aussi bien commencer son propre stream pour ses spectateurs. Il ignore complètement le garçon brillant et invoque sa propre fenêtre BattleTube pour commencer un stream. Les spectateurs de Golden Light remarquent également le marqueur en direct au-dessus de la tête de Ji-han et réalisent que notre animateur est en train de diffuser. Par conséquent, ils commencent à partir pour regarder son stream et notre garçon brillant ne peut s'empêcher de trembler de peur en réalisant qu'il a pratiquement fait la publicité du stream de Ji-han gratuitement. Maintenant que les choses en sont arrivées là, il doit trouver un moyen de ramener les gens vers son stream. Alors qu'il réfléchit, il reçoit une notification de quelqu'un avec un pseudo obsédé par le roi épée, l'encourageant à tuer Seong Ji-han pour qu'il finisse dernier. La récompense pour terminer cet accomplissement est de 2000 pièces d'or. Une pièce d'or vaut environ 1000 wons, donc c'est une quête de 2 millions de wons. Les personnes qui ont commencé la donation ne sont autres que les membres de la famille du roi de l'épée. Quand Lumière Dorée n'accepte pas immédiatement, d'autres membres de la famille du roi de l'épée se réunissent et continuent d'augmenter la récompense. Il est clair que ces personnes ont clairement une rancune contre Ji-han, mais ils n'avaient aucune idée que c'était à ce point. Il continue d'augmenter les récompenses, et cela dépasse 30 000 pièces d'or et atteint même 40 000 pièces d'or. Malheureusement pour lui, les joueurs restants sont convoqués, ce qui fait que les dons s'arrêtent à 42 000 pièces d'or. Malgré la somme déjà folle d'argent proposée, Golden Light est toujours contrarié que le GP se soit arrêté à moins de 50 000. Un membre de la famille du roi de l'épée accepte de donner 10 000 GP supplémentaires s'il bat Ji-han avec succès. Cela pousse enfin Golden Light à agir avec détermination et son objectif est maintenant fixé. Dès que le match commence, Golden Light se prépare à charger contre un Ji-han sans méfiance.
il utilise l'une de ses compétences appelée charge, qui accélère le corps de l'utilisateur vers l'avant à très grande vitesse. Il se précipite et en un instant, il est derrière Jian avec son épée levée. L'attaque touche, mais Jian parvient à l'apparer sans problème. De manière inattendue, il utilise une autre de ses armes étranges. Cette fois, c'est un club qui fait partie d'un ensemble de cuisine, et c'est un objet sacré extraterrestre de Randy. Jian est toujours surpris que malgré son coup avec toute sa force, l'arme de Golden Light ait survécu à l'attaque. Puisque les choses en sont arrivées là, Jian invoque également une épée par courtoisie. En quelques secondes, Jian parvient à terrasser Golden Light avec des coups simples et précis, et les commentateurs réalisent qu'il utilise le QI de l'épée, ce qui ne devrait normalement pas être possible pour quelqu'un dans la Ligue de Bronze. Il utilise aussi des flammes sacrées blanches, qui sont un pouvoir divin. Mais s'il utilise un pouvoir divin, cela signifie qu'il est un soutien. Peu importe comment il l'a fait, Jian a réussi à obtenir le premier sang, et tout cela avec un couteau de cuisine de Randé, un objet sacré qui fait aussi partie de l'ensemble d'armes divines de cuisine. Cependant, bien qu'il ait été tué de manière plutôt embarrassante, Golden Light n'est pas encore hors de combat. Il a réussi à se ressusciter grâce à un objet qu'il possède appelé le crucifix de la résurrection. Cet objet ne peut être utilisé qu'une seule fois. Cependant, il ne peut pas être utilisé pendant les ligues nationales, les parties promo ou les matchs de guilde. Même si Jian est ressuscité, cela ne sert à rien puisque le but n'était pas seulement de tuer Jian, mais aussi de le faire finir en dernier. Et comme il est mort en premier, Jian ne peut pas être en dernière place. Malgré toute leur déception évidente, Golden Light est déterminé à s'assurer qu'il se rachète avec la défaite de Seong Jian. Malheureusement pour lui, Seong Jian est déterminé à faire disparaître le sourire de ce garçon en or. En quelques secondes, Jian le met hors course à nouveau, lui infligeant involontairement un double meurtre. Alors qu'il s'éloigne du diffuseur mourant, il pense à l'objet que l'homme a utilisé. À l'avenir, personne ne l'a utilisé parce que le processus de réanimation avait certains défauts. Cela mis à part, aujourd'hui est plus mouvementé que d'habitude. C'est probablement à cause des spectateurs qui sont venus voir le match aujourd'hui. Les spectateurs d'aujourd'hui sont des elfes, et il semble qu'ils regardent tous Jian. Notre maître de cérémonie n'est pas particulièrement friand d'eux, puisque les elfes ont joué un rôle majeur dans la chute de l'humanité. Pour l'instant, il n'y a rien qu'ils puissent faire à leur sujet, donc le mieux qu'ils puissent faire est de se concentrer sur les personnes juste devant lui. À première vue, les autres joueurs lui donnent beaucoup d'espace, c'est presque comme s'ils le traitaient comme un paria. Lorsqu'il se tourne vers eux, ils s'enfuient tous de peur. C'est normal puisqu'il vient de battre un joueur en or 2 fois, donc ils savent clairement qu'ils ne sont pas de taille contre lui. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour notre héros principal car cela signifie que son efficacité de chasse va diminuer, et ce, même après avoir enfin trouvé un objet sacré de Randé. S'il veut remplir les conditions de manifestation de ces objets, il va falloir qu'il se batte davantage. Alors qu'il essaie de comprendre quoi faire, une notification apparaît dans sa fenêtre de statut, et Jian sourit en la lisant. On dirait que les choses vont s'améliorer. Il a reçu une quête pour vaincre les gobelins qui se sont rassemblés autour du champion des gobelins. Grâce à cela, il devrait être capable de remplir son quota de combat malgré tous les joueurs qui fuient. En un instant, il est entouré de plusieurs gobelins, et on dirait qu'il est complètement dépassé en nombre. Mais en un instant, ce sont les gobelins qui s'enfuient de lui alors qu'il leur fonce dessus à une vitesse terrifiante. Les monstres crient à l'aide alors qu'ils sont frappés et poignardés avec les ustensiles de cuisine de Jian. Grâce à ces combats constants, le saint ensemble de cuisine commence finalement à réagir à ses actions. Tout cela est dû au fait qu'il a lu les descriptions des objets plus tôt avant de commencer à les utiliser. Il est censé casser leur tête et leur arracher le cœur, et il doit faire tout cela dans cet ordre précis pour utiliser les objets correctement afin qu'ils puissent réagir à lui. Heureusement qu'il a compris tout cela avant la fin du jeu, mais avec la tournure des événements, cela prend beaucoup trop de temps. S'il l'avait appris un peu plus tôt, alors il y aurait eu quelques gobelins de plus pour qu'il utilise ses armes. Mais au moins, ce n'est pas encore complètement terminé. Il reste un gobelin à éliminer, et celui-ci est bien plus menaçant que les autres. Cette créature est le champion des gobelins, et par rapport aux gobelins normaux, il est beaucoup plus grand et plus fort. Malgré sa taille et sa force, un bon coup avec le club de cuisine suffit à envoyer le champion gobelin s'effondrer au sol. Ensuite, Jian en profite pour le poignarder en plein cœur. Malgré sa taille, ce n'est qu'un gros gobelin. Et avec ça, la quête est terminée et il reçoit 500 points de réussite en récompense, ainsi qu'un pouvoir divin au passage. Mais parce qu'il a beaucoup utilisé les objets, le rang des armes a été réduit à E, donc il devrait pouvoir gagner un pouvoir divin une seule fois de plus. Chasser les monstres est vraiment trop lent, alors il va devoir attraper des joueurs à la place. Ils sont bien trop loin de lui, alors maintenant, s'ils ne viennent pas à lui, il va devoir aller à eux lui-même. Les commentateurs qui ont regardé le stream en silence tout ce temps sortent enfin de leur cachette pour parler de l'air effrayant de Jian maintenant. Mais de toutes les personnes qui regardent le stream, il y a une personne qui est bien trop bouleversée par ce qui se passe à l'écran. C'est Golden Light qui regarde le stream de Jian depuis l'extérieur et il remarque un commentaire en particulier disant que Jian est 1000 fois meilleur que lui. Bien qu'il soit contrarié par la façon dont il parle de lui, il est plus curieux à propos de la bête qui est Jian. D'après son combat avec le gobelin, le système a calculé ses statistiques estimées et sa force moyenne est d'environ 35. La moyenne d'un joueur de la Ligue Bronze est 25 et Jian est d'une manière ou d'une autre 10 points au-dessus de cela. Rien de tout cela n'a de sens, et Golden Light commence même à penser que Jian doit utiliser une sorte de tricherie. Alors qu'il est allongé sur le lit, déplorant son échec, et la bête redoutable qu'est notre personnage principal, il entend des cris de terreur provenant de son écran. Il lève les yeux juste à temps pour voir Jian frapper quelqu'un au visage avec sa massue. En quelques secondes, Jian a éliminé plusieurs joueurs à la fois, et la bagarre générale est complètement à sens unique. En quelques secondes, Jian a tué un nombre incalculable de joueurs avec facilité, réduisant le nombre total de joueurs à des chiffres dérisoires. Les joueurs restants réalisent que ce n'est pas le moment de se battre entre eux.
C'est le moment pour eux de se rassembler et de battre cet utilisateur bidon. Un mage et un archer sont les premiers à se réunir et à essayer de vaincre Ji-Han, mais leurs attaques sont bloquées ou repoussées avec facilité. Après un certain temps, ils arrêtent complètement d'attaquer une fois qu'il semble que rien de ce qu'ils font ne fonctionnera sur Ji-Han. Ils n'essaient même plus de se défendre et regardent juste cette bête avec incrédulité avant qu'ils ne s'approchent et ne les mettent hors de leur misère. Ji-Han a réussi à obtenir un total de 10 éliminations et ses spectateurs sont déchaînés après avoir vu l'exploit impressionnant de mettre tous les joueurs hors jeu. Grâce à son nombre massif d'éliminations, l'ensemble de cuisine commence à réagir à nouveau et il gagne un autre point de pouvoir divin en conséquence. Ensuite, les objets sont déclassés à nouveau au rang F, les rendant pratiquement inutilisables. Il termine également une quête cachée qui nécessitait de réaliser 10 éliminations dans le Colisée. Cela lui rapporte en récompense 5000 points d'accomplissement supplémentaires. Avec le pouvoir divin et les points d'accomplissement en poche, Ji-Han a obtenu tout ce qu'il voulait, mais il manque encore quelque chose. Il a besoin de quelque chose de précis et de puissant pour maximiser sa force. Puis il remarque qu'il a reçu une quête épique qui exige qu'il trouve la Reine de l'Ombre située près des spectateurs dans la carte du Colisée et qu'il la provoque. Une quête épique n'est pas censée apparaître dans la Ligue de Bronze, mais le plus important, ce sont les récompenses qui sont 50 000 points d'accomplissement, ainsi que l'intérêt de la constellation Reine d'Ombre. Une constellation est un être absolu qui représente une étoile, et ce sont des êtres divins dans le réseau de combat. L'intérêt d'une constellation est le même qu'un sponsor, et ils aident à acquérir des capacités qu'un joueur normal ne pourrait pas obtenir. Cela ressemble à quelque chose qui n'est possible que dans la Ligue de Diamant, et cela lui arrive en ce moment. Si c'est le cas, alors il doit rencontrer la Reine de l'Ombre à tout prix. Si ne serait-ce qu'une personne est de son côté, alors les autres constellations s'intéresseront aussi à lui. Cependant, avec le nombre d'elfes le fixant depuis le côté, pourra-t-il vraiment trouver la Reine de l'Ombre parmi eux? En dehors du jeu, cependant, le monde est stupéfait par l'accomplissement de Ji-Han. Le record de Seong Ji-Han de 10 éliminations au Colisée était une première dans le pays après Yoon Se-jin. La nouvelle s'est rapidement répandue sur les communautés de médias sociaux et en conséquence, il a gagné environ 10 000 abonnés et ses diffusions rassemblent jusqu'à 4 000 spectateurs simultanés. Ceux de la famille du roi de l'épée qui espérait la ruine de Ji-Han sont devenus ses partisans. Maintenant, tout le ressentiment était dirigé vers Golden. Sa réputation a pratiquement touché le fond après les récents événements et il a du mal à savoir ce qu'il devrait faire pour y remédier. Comme il n'y a pas beaucoup d'options, Golden Light décide plutôt de sauter dans le train Seong Ji-Han et de devenir l'un de ses supporters. À partir de ce moment, Golden Light espère maintenant devenir l'éditeur de Seong Ji-Han et faire de lui la meilleure star de BattleTube. De retour au palais de l'épée, Seo ne peut s'empêcher de regarder son oncle avec incrédulité. Après le combat qu'elle a regardé dans l'après-midi, elle n'arrive pas à croire que son oncle soit devenu si fort. Elle a presque commencé à se sentir mal pour les autres joueurs, car c'était pratiquement la même chose qu'harceler. Beaucoup de gens voulaient aussi faire un don au stream de Ji-Han, mais il avait bloqué son lien de don. C'est surtout parce qu'il a décidé de streamer sur un coup de tête et n'avait pas configuré cela à l'avance. Comme il ne l'a pas encore mis en place, Seo conseille à Ji-Han d'augmenter le montant minimum des dons. Ce sera difficile pour lui de se concentrer si les dons continuent d'arriver, donc il vaut mieux le fixer à un montant élevé pour ne pas recevoir trop de dons. Ji-Han accepte et décide de le fixer à 10 000 GP, ce qui équivaut à 10 millions de won. Seo se demande si 10 millions de won sont réellement... Ji-Han se concentre sur la quête épique de la Reine des Ombres qu'il a reçue. Il doit trouver cette figure mystérieuse et la provoquer, mais il ne sait pas comment la trouver dans une foule si grande. Seo remarque son visage concentré et lui demande s'il veut son aide. Son attitude lui rappelle beaucoup sa mère et Ji-Han lui sourit. Comme il n'y a rien de mal, il se lève et décide de lui dire ce qu'il tracasse. Il lui parle de la quête épique et de la Reine des Ombres. Et même elle ne sait pas de qui il s'agit. Tout ce qu'ils savent avec certitude, c'est qu'elle est dans le public. Seo décide de regarder les rediffusions des matchs pour la chercher dans le public. Avec elle sur l'affaire, les choses devraient se dérouler plus facilement, mais Ji-Han se sent toujours mal d'avoir dû lui demander de l'aide. Trouver la Reine de l'Ombre serait comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Maintenant qu'il l'a distraite, il devrait avoir assez de temps pour s'occuper des colonies qu'il a mises de côté. Avec tous les points de succès qu'il a accumulés, il achète un autre emplacement de classe et maintenant il est temps pour lui d'ajouter une nouvelle classe et de gagner de nouveaux pouvoirs. Il a 3 options à choisir entre guerrier, archer et mage et parmi elles, il décide de devenir mage. Dès qu'il ajoute la nouvelle classe, il commence à ressentir une nouvelle puissance émanant de son cœur. C'est différent du pouvoir divin, et cela lui donne accès à de nouvelles capacités. La raison pour laquelle il a choisi la classe de mage après la classe de soutien est à cause d'une statistique unique qu'il ne peut obtenir qu'après avoir les 2 classes. Cette nouvelle capacité s'appelle Force. Avant de régresser, il avait l'habitude d'écouter le baron parler en état d'ivresse. Un jour, lors de l'un de ses discours alcoolisés, il a raconté à Ji-Han beaucoup de choses inutiles, comme le fait qu'il l'aurait reconnu comme un Américain s'il avait été naturalisé plus tôt. Mais ce jour-là, il a également parlé de quelque chose d'inhabituel. Il a parlé de sa compétence, Force, qu'il a acquise en combinant parfaitement le pouvoir divin avec le mana. Ce n'est pas une tâche facile, et les autres ne pourraient même pas essayer car Baron est le seul joueur au monde avec 2 classes. C'est quelque chose que personne d'autre ne peut obtenir, et la seule raison pour laquelle Baron l'a est parce qu'il a 2 fenêtres de statut, qui est son cadeau de rang SSS. Ji-Han a demandé initialement s'il était acceptable pour lui d'avoir cette information, mais en fin de compte, Baron était confiant qu'il pouvait le dire à n'importe qui dans le monde parce qu'il est la seule personne capable d'avoir 2 classes. Il était certainement arrogant, mais ce qu'il dit n'est pas un mensonge. La force est un pouvoir écrasant qui domine complètement l'espace, mais maintenant, Baron n'est plus le seul à avoir cette capacité. Ji-Han connaît les exigences, et maintenant, il les a remplies. Cette capacité est ce qui a permis à Baron d'obtenir la première place dans le classement mondial, malgré son terrible contrôle et utilisation de celle-ci.
Donc si Ji-Han veut être prêt pour ce qui se passera à l'avenir, il doit s'assurer d'obtenir cette capacité pour lui-même, quoi qu'il arrive. Pour obtenir le pouvoir, il doit concentrer la puissance divine dans ses mains et diriger le flux de son mana de son cœur vers ses mains, où les deux pouvoirs peuvent se combiner. S'il peut parfaitement combiner les pouvoirs et ne rien laisser s'échapper, alors il y parviendra. Pendant un moment, il semble que sa tentative ait fonctionné, mais le pouvoir qui circule dans sa main l'envoie voler contre le mur après une petite explosion. On dirait qu'il a échoué cette fois-ci, et il ne peut pas garder le pouvoir dans ses mains avec la seule force. Il doit manquer quelque chose. Peut-être qu'il a besoin de plus de mana ou d'être à un niveau supérieur, mais quelque chose manque certainement. Le problème, c'est qu'il ne peut pas garder le pouvoir dans ses mains indéfiniment. Puisqu'il ne peut pas garder le pouvoir dans ses mains, la meilleure option serait de garder le pouvoir dans son corps à la place. S'il peut combiner le pouvoir divin qui commence dans le Dantian supérieur avec le mana du Dantian central, alors il peut maintenir les deux stables avec le pouvoir du Dantian inférieur chaque fois qu'ils se mélangent difficilement. Cela devrait conduire à une forme parfaite où rien ne s'échappe. S'il le comprime dans cet état, alors cela devrait lui permettre de débloquer le nouveau pouvoir. Mosby Will. Il décide de l'essayer, et le contre-coup sur son corps est immense. Il ne peut pas se retenir de crier de douleur alors que le pouvoir envahit son corps. Une notification système apparaît, l'informant qu'il a commencé à tenter l'unification des trois Dantians. Cependant, presque immédiatement après, un avertissement apparaît l'informant qu'il a dépassé les limites qu'il peut supporter, et si cela continue, alors il mourra. En bas, Seiya entend son oncle crier alors que la douleur envahit son corps, et elle se lève pour aller voir ce qui ne va pas. Pendant ce temps, Ji-Han ressent toujours la douleur immense de la tentative de fusion des trois Dantians. Pour y parvenir, et fusionner la puissance divine avec le mana pour utiliser la force, il doit utiliser sa force de manière subconsciente afin de les consolider. Les conditions pour l'unification sont très strictes, et il faut pouvoir utiliser parfaitement les trois, qui ont des natures très différentes. En plus de cela, toutes les statistiques de la personne doivent être d'au moins 100 pour que le processus se déroule sans problème. Si vous êtes loin de ces standards, et essayez d'unifier les trois Dantians, il est possible de perdre la vie. Ce accourt vers la chambre de son oncle, alors que les sons de sa lutte deviennent plus forts. Elle l'appelle en se précipitant, mais il ne répond pas. Finalement, elle arrive dans sa chambre et le trouve en bonne condition, à sa surprise. Il prétend qu'il criait comme ça parce qu'il avait mal à la tête, mais il est évident que quelque chose de bien pire a dû se passer. Elle ne le croit clairement pas, même s'il essaie de faire passer ça pour une blague, et Ji-Han arrête de plaisanter une fois qu'il remarque qu'elle s'est vraiment agacée à cause de ses actions. Soudainement, Sea commence à pleurer en lui disant qu'elle avait vraiment peur pour lui. Elle pensait que quelque chose lui était arrivé, c'est pourquoi elle s'est précipitée dans sa chambre. Ji-Han réalise qu'il a peut-être fait une erreur en ne pensant pas davantage à Seiya à ce moment-là. Mais maintenant qu'il semble aller bien, elle lui demande à nouveau s'il va vraiment bien. Il décide de prendre cela au sérieux et lui dit qu'il va bien. Puis, il s'excuse de l'avoir inquiété autant. Seiya essuie les larmes de ses yeux et le frappe dans la poitrine, essayant de faire semblant que tout va bien maintenant qu'il semble aller mieux. Avec cela, elle s'éloigne pour continuer à chercher la Reine des Ombres, et Ji-Han la regarde partir avec un sourire. Il ne peut certainement pas montrer son côté faible trop souvent maintenant pour le bien de Seiya. Dans d'autres nouvelles, la consolidation des trois Dantians a échoué parce qu'il manque à la fois d'expérience et de niveau. Mais même si c'est le cas, il a quand même réussi à obtenir le pouvoir qu'il voulait. En fusionnant le pouvoir divin et le mana, Ji-Han a maintenant pu les échanger tous les deux contre la statistique unique, qui est la force. Le lien entre les trois Dantians est maintenu chaque semaine, mais il est toujours là. Cependant, en regardant à travers sa fenêtre de statut, il révèle quelque chose d'étrange. Le nombre pour la statistique de force est bizarre. Il vient juste d'acquérir la capacité maintenant, mais elle commence à partir du niveau 12. Comme le lien entre les trois Dantians est maintenu chaque semaine, les statistiques de puissance martiale et de force devront partager leur valeur de capacité. Cela signifie que s'il augmente sa statistique de puissance martiale d'une valeur, sa statistique de force augmentera également. Il le teste en augmentant la puissance martiale au niveau 14, et la statistique de force suit, augmentant également au niveau 14. C'est presque un code de triche. Avoir de la force seule est une très bonne statistique, mais maintenant il peut très facilement l'améliorer comme il veut. Si ce sont les avantages qu'il obtient d'un lien aussi faible, alors à quel point les bénéfices de la consolidation des trois Dantians seront-ils incroyables? Aussi excité qu'il soit par l'énorme augmentation de puissance, il doit la laisser telle quelle pour le moment. S'il essaie de les unifier à nouveau, il pourrait vraiment mourir dans le processus. Comme il a déjà gagné ce qu'il voulait, il n'a pas besoin de trop tenter sa chance. Ensuite, il décide d'essayer une compétence de mage maintenant qu'il a la classe. Il appelle une boule de feu et une petite flamme apparaît alors que le système l'informe qu'il n'a pas le mana requis pour maintenir de grands sorts. C'est une petite flamme adorable, mais il ne peut certainement pas l'utiliser en combat. Le lendemain, Ji-Han est réveillé par la lumière du soleil entrant par sa fenêtre. Dès qu'il ouvre les yeux, le système lui annonce qu'il a gagné 10 pouvoirs divins et qu'il ne peut pas obtenir de pouvoirs divins à partir d'objets sacrés de rang D et en dessous. À partir de maintenant, il ne peut obtenir de pouvoirs divins que d'objets sacrés de rang C et plus. La nuit précédente, il a acheté 2 objets et a dormi avec eux, à côté de lui dans l'espoir d'en tirer un regain de pouvoir. Cependant, il semble que ses limitations l'ont rattrapé. À partir de maintenant, il va devoir vendre ce qui lui reste sur le marché de l'occasion pour réaliser un bénéfice. Il sort de sa chambre et appelle Seiya pour voir si elle est réveillée. Il n'obtient pas de réponse et descend pour vérifier et la trouve assise sur le canapé avec des écouteurs et un ordinateur portable sur ses genoux. D'après les cernes sous ses yeux et son expression fatiguée, il est clair qu'elle a passé une nuit blanche et elle lui dit qu'elle a passé toute la nuit à chercher la Reine des Ombres.
Bien que Ji-Han se sente mal de l'avoir fait passer par là, il semble que ses efforts n'aient pas été totalement vains. Elle lui montre un extrait d'une chaîne appelée Another Species Fan Cam, qui est une chaîne BattleTube se concentrant sur l'observation des autres espèces qui viennent assister à leur jeu. Ils utilisent leur don appelé Scope, qui leur permet de zoomer avec leur caméra de streaming. Grâce à eux, Saea a réussi à trouver quelque chose d'intéressant dans la rediffusion du match auquel Ji-Han a participé récemment. Dans la zone des spectateurs, assis sur ce qui semble être des trônes spécialement fabriqués, il y a deux elfes qui correspondent certainement aux critères des reines avec leur apparence de haut rang. L'une de ces elfes est spécifiquement une elfe noire qui semble certainement avoir une sorte de royauté. Ji-Han est d'accord qu'il pourrait y avoir un fond de vérité dans ce qu'elle a réussi à trouver, mais il est encore trop tôt pour tirer des conclusions. Pour le moment, Saea décide qu'elle va continuer à chercher un peu plus pour voir si elle peut trouver quelque chose d'utile parmi d'autres enregistrements. Ji-Han, quant à lui, est sûr qu'une constellation ne se trouverait pas si facilement. Saea lui assure qu'elle continuera à regarder d'autres vidéos, et même certaines de l'étranger à partir du lendemain, et la façon dont elle parle semble presque professionnelle. Elle propose même de monter certaines de ses vidéos pour qu'il puisse les poster sur BattleTube. Elle sait comment faire des vidéos depuis qu'elle regardait les vidéos de son père pour s'amuser. La mention de son père fait que Ji-Han se fige et pense à lui encore une fois. Il n'arrive pas à croire que quelqu'un abandonnerait vraiment sa fille comme ça sans vraie raison. Juste 2 jours plus tôt, lors de sa conversation avec Yoon-sik, le fonctionnaire du gouvernement a révélé qu'il pourrait connaître le nom de la femme qui a volé le roi épéiste. Son nom est Ito Shizuru et elle possède le don de rang triple S, appelé une femme d'une beauté inégalée. Il est possible que Yoon Se-jin soit tombé sous le charme de son talent et c'est aussi ce que pense le gouvernement. C'est un nouveau développement même pour Ji-Han, mais les révélations incroyables ne s'arrêtent pas là. Yoon-sik avertit Ji-Han que la compétence de la femme d'une beauté incomparable va au-delà du simple contrôle de l'esprit et peut même avoir la capacité de modeler les pensées d'une personne. Quelque chose de similaire s'est produit plusieurs fois auparavant où des étoiles montantes de la Corée finissent par se naturaliser au Japon. Il est très possible qu'il n'y ait pas de restriction quant à l'utilisation du don, ce qui signifie qu'elle pourrait apparaître à tout moment et essayer d'envoûter un autre joueur fort. Après cette conversation, Ji-Han a continué à chercher plus d'informations sur Ito Shizuru, mais c'est comme si internet avait été nettoyé de toute trace d'elle. Il est fort probable que le Japon soit prudent dans sa gestion. À cause de cela, Ji-Han ne peut rien découvrir pour le moment, mais si ce que dit Park Yoon-sik est vrai, alors Ji-Han doit aussi essayer d'être assez prudent, il y a une chance qu'ils aient déjà commencé à bouger. Pendant ce temps, alors qu'il réfléchit à cela, un avion atterrit dans un aéroport coréen, et sur l'aile, il est écrit que l'avion appartient à la force d'autodéfense Néo. Finalement, le temps passe et il est temps pour un autre événement majeur dans la vie de cette petite famille. Saea attend à la porte son oncle qui semble prendre tout son temps pour se préparer. S'ils perdent encore du temps, ils vont finir par être en retard. Finalement, Ji-Han termine ses préparatifs et vient la rejoindre. Ses cheveux sont coiffés en arrière et il porte un costume élégant. Dans cette tenue, il est certainement prêt à rencontrer leurs nouveaux invités. Tous les deux se dirigent vers l'ascenseur et en descendant, Saea est visiblement secouée. Ji-Han lui dit de se détendre et de ne pas s'inquiéter, mais Saea ne peut s'empêcher d'être un peu nerveuse. C'est la première fois qu'elle fait une apparition publique officielle après l'incident de son père. Ji-Han lui dit qu'il n'est pas nécessaire de se soucier de ce que pensent les autres puisqu'ils n'ont rien fait de mal. Finalement, ils atteignent le rez-de-chaussée du palais de l'épée et sont accueillis par un grand rassemblement de personnes. Dès qu'ils sortent de l'ascenseur, ils sont rencontrés par Park Hyun-sik qui leur dit que tout ce que Ji-Han a demandé est prêt, ils peuvent donc y aller tout de suite et commencer la procédure. Ji-Han remercie le conseiller pour son aide et lui fait confiance pour s'occuper de tout jusqu'à la fin de l'événement. C'est la faveur que Ji-Han avait demandé à l'époque où ils discutaient du statut du roi de l'épée et de ses biens. Ji-Han leur avait demandé d'organiser une vente aux enchères de la collection du roi de l'épée, où ils vendraient les objets et autres possessions bien aimées de Yoon Se-jin. Le but de toute cette vente aux enchères est d'attirer le Japon et Ji-Han s'est également assuré de choisir les objets spécifiques de la vente dans ce but. L'objet principal est le connecteur de combat de Yoon Se-jin et toutes les données de combat qu'il contient. Il est probable que si le Japon se présente, c'est certainement ce qu'ils essaieront de prendre. Selon la situation, le roi de l'épée pourrait lui-même intervenir pour essayer de prendre le connecteur de combat. Peu importe ce qu'il fait, les citoyens coréens devront faire face à la réalité que le roi de l'épée est parti et qu'il ne reviendra probablement pas. Yoon-sik écoute silencieusement le plan de Ji-Han et remarque que c'est presque comme si Ji-Han pouvait voir dans le futur. C'est leur dernière chance de changer l'opinion publique et à cause de cela, Ji-Han demande que les journalistes prêtent une attention particulière à la table de la force d'autodéfense Néo. Alors qu'ils se dirigent vers le hall principal, des personnes entrent dans le bâtiment et essaient d'appeler Saea pour qu'elle s'arrête. Les gardes du corps à la porte les arrêtent et le groupe de personnes déclare qu'ils sont la famille de Saea et qu'ils ont un lien avec elle. Ces personnes sont ses tantes et oncles et ils sont ici pour essayer de l'empêcher de commencer les enchères et de vendre les précieux objets du roi épée. Ils ne cachent pas non plus qu'ils pensent que Ji-Han l'a forcé à faire tout cela. Ils continuent d'insulter Ji-Han, mais Saea intervient et les arrête. Après tout, ses tantes et oncles ont été expulsés du palais de l'épée en premier lieu pour avoir utilisé le nom de son père pour escroquer d'autres personnes. Elle sait que la véritable raison pour laquelle ils sont soudainement ici, c'est parce qu'ils veulent prendre l'argent de son père maintenant qu'il est parti. Elle sait ce qu'elle fait puisque tout ce que son père a laissé est à elle et ils n'ont aucun droit de se disputer avec elle à ce sujet. Elle sait qu'il n'y a aucun intérêt à leur parler et n'ayant rien d'autre à dire, elle se retourne et s'éloigne d'eux, ordonnant aux gardes de les expulser aussi vite que possible. Alors que les étrangers continuent d'essayer de se frayer un chemin, Ji-Han complimente Saea sur la façon dont elle était cool à l'instant. Elle sait vraiment se défendre malgré tout ce qu'elle a traversé. Les trois arrivent dans le hall du lobby où l'enchère aura lieu et l'endroit est déjà rempli de journalistes ainsi que de personnes intéressées par les articles. Dès qu'ils passent les portes, les journalistes commencent immédiatement à le photographier et à essayer de lui poser des questions.
Ils bombardent aussi CA de photos et de questions sans fin, ne leur laissant même pas le temps de répondre. Jihan est fatigué du flot incessant de questions et utilise la force pour briser les appareils photo et les empêcher de fonctionner. Maintenant que le bruit s'est enfin arrêté, Jihan leur rappelle qu'ils sont actuellement à un événement de vente aux enchères, pas à une conférence de presse. Puis, avec tout le monde enfin bien installé, ils se préparent à commencer l'événement. 3 objets ont été préparés pour être distribués lors de cet événement. Le premier est le connecteur de bataille de Yoon Se-jin, qui diminue la sensation de douleur de 99%. Il est également livré avec toutes les données enregistrées par le connecteur. Enfin, voici l'analyse des batailles réalisée par Yoon Se-jin lui-même, une analyse sur les grands joueurs de l'Asie de l'Est. Les données du roi de l'épée sont très précieuses, et l'analyse sera vraiment utile, surtout puisque le match entre la Corée et le Japon aura lieu bientôt. D'après les murmures dans le public, Jihan sait que personne ne voudrait laisser partir aucun de ces objets. Les données d'analyse d'un joueur haut de gamme ne sont pas quelque chose que l'on peut obtenir n'importe où. Dès qu'il a fini de parler, quelqu'un lève la main dans le public et Jihan les reconnaît immédiatement. Il se présente comme Takeda Kazuo, un responsable du recrutement des forces de défense Néo du Japon. Il offre immédiatement 5 milliards de yens pour tous les lots de la vente aux enchères. En plus de cela, il souhaite également demander une rencontre privée avec Jihan et CA. Ses intentions sont extrêmement évidentes, et il ne cherche même pas à cacher ce qu'il veut vraiment de cette rencontre. Jihan ne veut pas jouer à ces jeux, et dit directement à l'homme que s'il a quelque chose à leur dire, il peut le faire là, devant tout le monde. Avec les événements récents, ce n'est vraiment pas le moment et l'endroit pour accepter des réunions privées. Takeda essuie la sueur de son front nerveusement à cause de la façon dont Jihan le fixe du regard. Puis, il avertit notre MC que s'il continue à agir de manière si agressive, quelqu'un d'autre pourrait intervenir. Immédiatement, le garde du corps qui se tenait silencieusement derrière Takeda s'avance en un clin d'œil et place son épée contre le cou de Jihan. Elle s'appelle Shadow, et bien qu'elle ne soit pas comparable au roi de l'épée, elle est toujours une joueuse incroyable. Leurs menaces ne sont même pas bien déguisées, mais Jihan n'est pas du tout ébranlé par ce copieur flagrant de Yoon Se-jin. Tout s'est passé très vite par la suite. En une seconde, la lame de Shadow est apparue devant Jihan. L'instant d'après, notre MC lui a donné un coup de poing direct à la mâchoire, la faisant chanceler en arrière. Elle vacille un instant, mais sa colère prend ensuite le dessus et elle se prépare à dégainer son épée, prête pour un combat. Mais Jihan pose calmement une main sur son épaule et lui rappelle que l'enchère est diffusée en direct sur son BattleTube dans le monde entier. Il n'y a aucun moyen qu'elle puisse brandir son arme pendant que tout le monde regarde, mais Takeda calme rapidement la situation avec un rire et un geste de la main. Puis il s'excuse personnellement pour la dureté de son garde du corps et s'excuse à sa place. Mais malgré cela, il insiste encore sur son offre de 5 milliards de yens et l'argent doit aussi inclure la rencontre privée qu'il a demandée. Mais cette fois, il veut entendre une réponse de CA à son offre. Après tout, les possessions du roi de l'épée appartiennent à CA en ce moment, donc elle est la véritable propriétaire de cette vente aux enchères. Il passe devant Jihan et se dirige directement vers CA, l'informant que la réunion privée est spécialement pour elle. Elle devrait vouloir savoir où se trouve son père et Takeda promet qu'il répondra à toutes les questions qu'elle a à son sujet. Alors que CA peine à donner une réponse, Takeda est complètement sûr qu'elle acceptera. Il n'y a aucun moyen qu'elle puisse refuser cette offre pour parler à son propre père. Cependant, malgré son arrogance, elle refuse clairement son offre. La réponse choque Takeda au point qu'il perd quelques pixels. Il n'arrive pas à croire qu'elle renoncerait à 5 milliards de yens juste à cause d'une réunion privée. C'est l'équivalent de 50 milliards de won en monnaie coréenne. Bien que ce soit une bonne somme, elle comprend que Jihan a raison. Ils doivent être prudents à cause de l'époque, et si son père n'est disponible pour communiquer que par l'argent, alors CA ne veut rien savoir de lui. En plus, CA est mineure, donc elle doit faire ce que dit Jihan à la fin de la journée. Le reste du public pousse un soupir de soulagement car ils pensaient que ces objets de grande valeur allaient être vendus au Japon. Ils ne peuvent pas baisser leur garde pour autant. Et même si elle a refusé la réunion, la force d'autodéfense Néo peut encore offrir une somme d'argent absurde. Takeda prend une petite inspiration et accepte qu'ils aient rejeté son offre de réunion. Mais même si c'est le cas, il propose quand même 5 milliards de yens pour les objets. Selon lui, la réunion privée n'était qu'une option ajoutée personnellement par Takeda, il n'est donc pas nécessaire qu'il annule l'offre juste parce qu'il a été rejeté. Il a été conseillé d'offrir 5 milliards dès le départ par le roi des épées lui-même. En plus de cela, il remet également à Saya une lettre de Yoon Se-jin qu'il a personnellement écrite pour elle. La lettre est estampillée avec un sceau d'Ito Ryuhei et juste la vue du nouveau nom rend Saya triste. Ensuite, alors que Saya tient la lettre, Takeda se retourne et demande à la foule des parties concernées par le réseau de combat coréen s'ils n'ont pas assez d'argent pour rivaliser avec lui. Jihan connaît très bien les tactiques de cet homme. Après tout, le responsable du recrutement de la Néo-Force d'autodéfense est quelqu'un qui a été interdit d'entrer aux États-Unis dans la vie antérieure de Jihan. Il était étrangement doué pour recruter des joueurs étrangers et à cause de cela, il était surnommé le fléau du Japon. Il y a de fortes chances qu'il soit étroitement lié aux joueurs qui utilisent la compétence femme d'une beauté incomparable. Jihan devra se méfier de lui. Mais selon les termes de la vente aux enchères, puisque personne n'est capable de rivaliser avec le prix qui a été fixé, Jihan n'a d'autre choix que de signer un contrat avec l'homme. L'atmosphère est tendue et le Japon a pris les objets trop facilement, presque comme s'il leur avait été promis à l'avance. Cela va certainement mal paraître dans les médias et les autres personnes commencent à se demander quel était l'intérêt de leur venue ici. À ce stade, Jihan souhaite juste que quelque chose se passe. Il a besoin d'un tournant pour changer la situation. Soudainement, Saea s'avance vers le microphone et commence à parler. Elle lit la lettre que Ryuhei lui a envoyée directement au public, ainsi qu'aux milliers de personnes à qui Jihan diffuse.
Il mentionne comment il a entendu parler de son intention de donner le palais de l'épée et à quel point il est déçu d'elle. Puis il dit que les 5 milliards de yens sont le dernier bien qu'il lui accordera, et cela marque aussi la fin de leur relation en tant que père et fille. Alors qu'elle finit de lire la lettre, elle commence à pleurer, confirmant que c'est bien de lui à cause de son écriture. Ji-han détourne le regard alors que sa nièce commence à pleurer sur la scène. Il a entendu dire que la compétence femme d'une beauté incomparable est une forme de manipulation mentale, qui est au-dessus de la compétence conquête mentale. Cela doit être vrai pour que Yoon Sae-jin se détourne si aveuglément de sa fille. Ji-han a toujours détesté l'homme, mais il était au moins un très bon et fiable père pour Saya. Penser que Ryu-hai ferait quelque chose comme ça à sa propre fille, Saya arrête de pleurer et déchire immédiatement la lettre en morceaux, puis elle dit à Takeda de transmettre un message à Ryu-hai.